La véritable force réside dans l'esprit car le corps est une matière trop malléable. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Tour de Commandement, l'émission dans laquelle on aime parler du commandeur. Ici Thibaut que vous connaissez mieux sous le pseudo Erunim et je vous accueille cette semaine après une petite pause, voilà, avec une nouvelle citation tirée d'une carte, donc du coup je vous laisse deviner laquelle c'est, voilà, donc je répète, la véritable force réside dans l'esprit car le corps est une matière trop malléable. Voilà. Bon, ça rentre en contradiction avec quelques autres flavor text en fait que d'autres cartes ont pu dire, voilà, puisque des fois l'esprit est quelque chose de très malléable dans Magic, hein, mine de rien. Donc voilà. Je voulais vous remercier personnellement, encore une fois. J'aime bien parce que j'ai l'impression de vous remercier à chaque fois, mais bon, c'est jamais pour les mêmes raisons, enfin plus ou moins, mais c'est juste pour vous remercier parce que bon, pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, en gros, ces dernières semaines, ça n'a pas été très fort, voilà, je vous avoue, ça n'a pas été le top du top. Bon, vous m'avez soutenu à fond, vous avez dit mais non, t'inquiète pas, on va être patient, on va attendre le prochain épisode, il sortira quand il sortira. On t'encourage, vas-y, on est derrière toi, ça va aller. Allez, enfin bon, vous avez été géniaux encore une fois, je ne vous mérite pas, voilà, à ce niveau-là. Non, bon, en tout cas, c'était vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et bon, voilà, donc merci, encore une fois, énormément, je ne peux que dire ça, voilà, merci. Cette semaine, en plus, on se retrouve pour un épisode que je pense qu'on attend toujours, c'est quand il y a une nouvelle extension, vous vous attendez toujours que je fasse une analyse, que je vous parle un petit peu de l'extension en question vis-à-vis du commandeur. Cette fois-ci, c'est l'édition de base de Magic 2020, du coup, que je vais appeler M20 pour faire plus court, c'est le symbole de l'extension, donc du coup, on va faire court, M20, voilà, ça c'est dit, clac clac. Je dois juste faire un petit peu une petite explication autour des éditions de base, qui ont disparu à un moment pendant quelques années avant de revenir l'année dernière. Et en fait, ce sont des extensions qui se veulent assez accessibles pour les nouveaux joueurs. Donc du coup, généralement, qui ont en fait des mots-clés très basiques, des mécaniques très simples, et du coup, on n'est pas sur des choses très très complexes. Donc du coup, voilà, par exemple, il n'y a pas de nouvelles mécaniques dans l'extension. En fait, ce sont des mécaniques qui sont de retour, les mécaniques de base, voilà, le vol par exemple, la vigilance, le piétinement, voilà, toutes les mécaniques de base du jeu. Et derrière, il n'y a pas vraiment de capacité spéciale. Si ce n'est, voilà, bon, quelques petites surprises dans les capacités qui sont proposées. Mais bon, de manière générale, on a aussi pas mal de rééditions en fait dans ces éditions-là. Pas mal de communes et d'unco qui sont rééditées, mais là on a aussi des rares qui ont été rééditées, notamment certaines qui sont très intéressantes, même pour le commandeur. Et du coup, c'est vrai que d'habitude je ne parle pas des rééditions, parce que bon, il y en a très peu, voilà, on en a une ou deux dans l'extension. Voilà, même pour Horizon du Moderne, il y a eu des rééditions, il n'y en a quand même pas non plus une tonne. Mais là, je vais prendre le temps de parler des bonnes rééditions. Bon, je ne vais pas en parler non plus 10 ans, parce que c'est des cartes qui existent déjà. Mais voilà, mais je vais vous expliquer pourquoi elles sont intéressantes et pourquoi ça vaut le coup aussi de mettre la main dessus. Voilà. Comme d'habitude, on va parler des commandants de l'extension. Il y en a pas mal, il y en a 12 qui ont été sortis. Plus... Petit rappel, je vais parler des cartes que je trouve intéressantes dans l'édition. Généralement, c'est des cartes qui ressortent un petit peu du lot, mais vous avez le droit totalement de vous intéresser à d'autres cartes que je n'ai pas citées. D'ailleurs, si vous voulez en parler dans les commentaires de la vidéo, allez-y, lâchez-vous. D'ailleurs, je vous rappelle aussi que ça fait du bien de liker la vidéo, YouTube il aime bien, les commentaires il aime bien aussi quand on partage, et moi j'aime bien aussi quand vous vous abonnez, voilà, comme ça je sais que vous êtes au courant de quand est-ce que les vidéos vont sortir. Il y a une petite cloche, là je sais, j'en ai jamais parlé, mais cette petite cloche est très importante si vous voulez être sûr de savoir quand est-ce que l'épisode va sortir, est-ce qu'il va y avoir du retard ou pas, non voilà, comme ça vous êtes prévenus dès que l'épisode sort, je vous spamme pas non plus, hein, c'est une fois par semaine, voilà. Bref, donc du coup, on va commencer avec les commandants de l'extension. Alors il y en a déjà un pour chaque couleur, c'est intéressant, plus derrière des commandants tricolores dont on va parler, et même un commandant artefact. Donc, pour commencer, on a Sephara, l'âme du ciel en blanc, une créature légendaire ange qui coûte 7, dont 3 blancs, c'est une 7-7, avec le vol, le lien de vie, qui donne l'indestructible aux autres créatures avec le vol que vous contrôlez. Mais aussi, il a un coût alternatif, en fait, où vous pouvez payer 1 blanc et engager 4 créatures avec le vol, dégagées bien sûr, que vous contrôlez à la place de payer son coût de mana. Ce qui fait que, alors, Tolarian Community College, le professeur, pour ceux qui connaissent, a spoilé cette carte, et il a décidé de faire une petite recherche, en gros, sur qu'est-ce qui serait intéressant à mettre dans le deck. Et je suis très d'accord avec ce qu'il a dit, donc du coup je vais un petit peu le paraphraser, mais en gros, étant donné qu'on donne l'indestructible aux créatures avec le vol, et qu'on utilise les créatures avec le vol pour
faire en sorte de caster Sephara pour moins cher, parce que bon, un blanc et 4 créatures engagées, c'est pas cher du tout, hein. Voilà. Donc, honnêtement, on se retrouve avec un deck qui est vraiment axé autour du vol, mais aussi autour d'autres choses, puisque vous donnez l'indestructible aux créatures avec le vol, aux autres créatures avec le vol que vous contrôlez. En gros, le but, ça serait en fait d'avoir des Vras, d'avoir de quoi détruire tout le board. Parce que du coup, Sephara va protéger le vôtre. Alors, il faudra éventuellement, pourquoi pas, mettre une protection sur Sephara pour qu'elle ne soit pas détruite, donc de lui donner l'indestructible d'une autre manière. Et du coup, bah en fait, vous avez un board qui ne peut pas être détruit. Ce qui est quand même assez intéressant, et ce qui vous permet de faire en fait des Vras à sens unique, en fait, uniquement pour vos adversaires. Et du coup, derrière, de profiter en plus d'être en vol, donc avec une bonne capacité d'évasion comme d'habitude, et de faire en sorte, bah voilà, d'en profiter pour bourrer derrière vos adversaires sans aucun remords. Voilà, donc franchement, c'est une mécanique très simple, c'est voilà, on s'oriente autour du vol, pas mal du tout, et on fait en sorte de bourrer l'adversaire après avoir détruit son board. En bleu, on a Atem 6, l'Omnisciente, une créature légendaire Sphinx qui coûte 6, dont 3 bleus. C'est une 4-5. Elle a le vol, et pour 3, dont 1 bleu, vous l'engagez, vous piochez 2 cartes et vous défaussez d'une carte. A chaque fois qu'il inflige des blessures à un adversaire, non, alors pas des blessures de combat, des blessures tout court, même non combat. Vous pouvez révéler votre main, si des cartes ayant au moins 6 convertis de mana différents sont révélées de cette manière, ce joueur perd la partie. Alors du coup, c'est très spécial là, je vous avoue. Déjà, le fait qu'on précise que ce sont des blessures non combat, enfin en gros que ce sont n'importe quelle blessure, pas uniquement les blessures de combat, c'est assez intéressant parce que bon, il faudrait trouver un moyen d'infliger des blessures en bleu si c'est votre commandant, des blessures directes, ça va être un peu compliqué, hein, je vous avoue, pour faire en sorte que lui inflige des blessures directes à l'adversaire en bleu, il y a moyen, il y a très peu de moyens, mais il y a moyen. De l'autre côté, j'aime bien sa capacité qui fait piocher 2 puis défaussez-vous de 1, parce que bon, vous avez un card advantage quand même assez intéressant, plus le recyclage derrière d'une carte. Et je trouve ça assez spécial, cette capacité qui dit, voilà, si vous avez 6 coups convertis de mana différents, donc déjà il vous faut 6 cartes en main, ça veut dire que vous avez quand même réussi à garder pas mal de gaz en main et à filtrer en fait en fonction du coût converti de mana, et pas uniquement en fonction de l'utilité de la carte. Ce qui me fait dire que ça peut être un faux bon plan en fait. Ça peut vraiment être, oui bah écoute, je vais garder cette carte là parce que bah, elle a un coup converti de mana différent, si j'ai mon 6ème coup, bah du coup c'est bon, voilà, je vais pouvoir tuer quelqu'un en infligeant des blessures. Oui, sauf que bon, enfin, il faudrait peut-être trouver d'autres moyens. Donc, alors après, moi, ce qui m'intéresserait peut-être, c'est de m'orienter plus sur la pioche avec celle-ci, et justement le fait de défausser, enfin piocher, défausser. Donc sa première capacité plutôt que la deuxième, où honnêtement, ça peut arriver. Il faudrait peut-être avoir un deck beaucoup basé autour de la pioche, vraiment avec une bonne pioche, et puis surtout des coups convertis de mana très différents. Je veux dire, voilà, si vous jouez que des cartes qui coûtent 4 ou moins, ça va pas être facile, hein, voilà. Donc honnêtement, ouais, j'ai un petit doute sur la dernière capacité, mais après il y a la petite utilité du fait de piocher. En noir, on a Vilis, courtier de sang, une créature légendaire démon, qui coûte 8, dont 3 noirs. C'est une 8-8 vol, encore une fois. Vous payez 1 noir, vous payez 2 points de vie, la créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. A chaque fois que vous perdez des points de vie, piochez autant de cartes. Du coup, comme les blessures, je rappelle du coup que les blessures font perdre des points de vie. Voilà. Mais la perte de points de vie n'est pas des blessures. Voilà, ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. En gros, du coup, ce qui fait que la première capacité qu'il a, c'est pour un noir, vous payez 2 points de vie, la créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour, et vous piochez 2 cartes. Et du coup, ce qui fait que je trouve ça quand même vachement intéressant, cette logique autour de vous perdez des points de vie, vous piochez autant de cartes. Ça veut dire que vos adversaires vous attaquent, vous perdez des points de vie, vous allez piocher autant de cartes. Du coup, en fait, ça veut dire que les adversaires vont peut-être même avoir envie de gérer Vilis avant même de faire en sorte de vous attaquer, de vous infliger des blessures, parce que sinon, ils savent que vous regagnez du gaz derrière, et donner de la pioche à un adversaire, c'est pas quelque chose qu'on a tellement envie de faire en commandeur, où bah justement on a bien envie de piocher les quelques cartes qui peuvent nous permettre de renverser la partie, etc. Enfin bon, honnêtement, vraiment je le trouve intéressant là-dessus, surtout qu'en plus, en noir, on aime bien se faire du mal, on aime bien perdre des points de vie, en sacrifier, voilà, se faire des blessures tout seul. Je veux dire, il y a pas mal d'exemples de cartes de pioche, enfin voilà, je parle à la reine Phyrexiane, tous les sorts de pioche en éphémère, en rituel qui font perdre des points de vie, piocher 2 cartes par exemple, ou piocher 3 cartes, enfin bon, c'est intéressant parce que du coup ça fait que derrière, ces cartes-là font encore plus piocher que ce qui est prévu. Donc, Vilis, vraiment, ouais, je trouve qu'il y a des choses pas mal à faire. Le seul problème, ça va être son coût de mana parce qu'il coûte 8. Donc du coup, il faut quand même ramper assez rapidement, ce que le noir peut faire, hein, on en a parlé dans le meilleur du noir, il y a des cartes qui permettent de le faire. Mais en gros,
il faut vraiment essayer d'aller le plus vite possible jusqu'au 8 mana pour pouvoir ensuite profiter un maximum de tous vos sorts qui vous font perdre des points de vie et tirer un avantage déjà de base et qui vous font piocher en plus. Donc voilà pour moi un très bon commandant qui demande à être construit quoi. En rouge, on a Dracuzette, Gueule d'amour, Gueule de flamme, pardon. Un créature légendaire dragon qui coûte 7, dont 3 rouges. C'est une 7-7 avec le vol, encore une fois. Et à chaque fois qu'il attaque, il inflige 4 blessures à n'importe quelle cible et 3 blessures à 2 autres cibles, en fait. Enfin, jusqu'à 2 autres cibles. Oui, bah là... Bah, c'est un bourrin, hein, voilà, on va être honnête. Alors même si c'est un dragon, il n'y a pas une logique très dragon derrière, c'est juste j'attaque, let's go. Et voilà, donc du coup il n'a pas forcément besoin que vous lui mettiez des copains dragons à côté, puisque à lui tout seul en fait il fait déjà une grosse différence. C'est-à-dire que voilà, il attaque, il a déjà 7 de patates en vol, et derrière il dit j'inflige 4 blessures directes là, et puis 3 blessures directes ici, et 3 blessures directes ici. Oui, en plus c'est bien, ça répartit les dégâts, c'est-à-dire que bon voilà, il y a quand même au total 3 cibles différentes qui prennent des dégâts, ça peut être des créatures, des planeswalkers, des joueurs, enfin bon, c'est très très bien. Et surtout en fait ce que j'aime bien c'est comme c'est une capacité déclenchée en plus à l'attaque, bah déjà ça garantit que vous allez pouvoir faire ces blessures là. Mais en plus derrière, étant donné que c'est une capacité déclenchée, il existe le résonateur strionique qui copie une capacité déclenchée ou activée, non, une capacité déclenchée ciblée. Et voilà, c'est un artefact qui coûte 2 activé, il me semble, en engageant. Donc du coup, ça fait qu'à la place de rajouter 10 blessures derrière avec votre capacité, vous en ajoutez 20. C'est très fort, voilà, enfin, faut être assez honnête, c'est vraiment très très fort. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose autour de ça, en fait, en copiant cette capacité un maximum de fois. Et derrière, bah du coup, d'infliger des blessures un petit peu en mode YOLO partout. Je détruis toutes tes grosses bêtes, et puis voilà, c'est le bordel. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, c'est simple, c'est basique, vraiment on se retrouve sur du très bourrin, et puis voilà. Et bah, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner dans les decks les plus budget, on va dire, tout simplement. Ensuite en vert, on a Gargos, Gardien Vicieux, une créature légendaire hydre qui coûte 6 dont 3 verts. C'est une 8-7 avec la vigilance. Les sorts d'hydre que vous lancez coûtent 4 de moins à lancer. Ça fait beaucoup de mana en moins pour lancer. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient la cible d'un sort, Gargos se bat contre une créature, jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Alors moi je l'aime beaucoup, bon déjà parce que c'est un bon body, une 8-7 vigilance pour 6, c'est quand même pas mal. Surtout qu'on est quand même sur une couleur qui rampe beaucoup, qui accumule du mana très rapidement. Donc du coup ça fait que Gargos peut sortir extrêmement vite. Et le fait est que lui-même réduit le coût des autres hydres, c'est vraiment pas mal du tout, parce que les hydres, il y a pas mal d'hydres à X, qui vont justement être assez contentes de pouvoir réduire leur coût de 4, c'est quand même énorme. Et vraiment j'aime beaucoup ça. Le problème c'est que les hydres ne sont pas qu'en vert. C'est-à-dire qu'il y a des très bonnes hydres par exemple en rouge-vert. Je pense par exemple à l'hydre de l'Apocalypse. Et ouais, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir les avoir dans le deck. Alors éventuellement, est-ce que Gargos peut rentrer dans un deck bicolore avec un autre commandant pour les hydres? Oui, totalement, c'est faisable. Après, bon, c'est dommage parce que lui, il est en triple vert, encore une fois. Comme tous les autres, voilà, ce sont quand même des commandants qui sont très colorés, donc du coup, qui se basent plutôt sur du monocolore ou à la limite du bicolore, mais pas en tricolore, voilà, c'est pas possible. Donc voilà, dans un deck monocolore, Gargos, il est très bien. Et j'aime bien sa deuxième capacité aussi qui fait que, voilà, vous ciblez des créatures avec des sorts, et bah du coup, vous allez pouvoir derrière faire en sorte qu'ils se battent avec une autre créature. Du coup, ce qui fait qu'en plus, c'est une créature qui va faire du removal sur place, quoi. C'est vraiment, voilà. Bah, tu cibles avec ton sort, bah du coup, on va régler le problème des autres créatures. Surtout que c'est une 8-7, c'est quand même toujours un gros body, donc qui peut gérer quand même pas mal de choses dans le jeu. Donc bon, on va apprécier ça. Alors dans cette extension en fait on a normalement 5 créatures multicolores qui sont, enfin tricolores du coup, qui sont dans les couleurs de Khans of Tarkir, donc les 5 tribus qu'on avait à ce moment-là, sauf qu'on a une exception, on a une 6ème carte en plus qui n'est pas dans ces tricolores-là, et qui est en fait la Buy a Box, donc celle que vous aurez si jamais vous achetez une boîte dans une boutique physique, hein, j'entends, c'est le seul endroit où vous pouvez l'avoir. C'est Rien, Ange de la Renaissance, qui coûte 5, dont un rouge, un vert et un blanc, donc on a Naya. C'est une créature légendaire ange, c'est une 5-4 avec le vol. Les autres créatures multicolores que vous contrôlez gagnent +1/+0, et à chaque fois qu'une autre créature multicolore que vous contrôlez meurt, renvoyez-la dans la main de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Alors, bon, plusieurs choses. Déjà, c'est vrai que là on est sur du multicolore, ça change un petit peu des 5 commandants monocolores qu'on a eu juste avant. Le truc de base, c'est les créatures multicolores, donc Rien n'en veut un maximum.
Et éventuellement des créatures un petit peu bourrin aussi, puisque voilà, il y a le +1, +0, pas +1, +1. Donc oui, ça peut être assez intéressant. Et j'aime beaucoup la deuxième capacité qui fait que voilà, vous pouvez renvoyer ces créatures dans votre main à la prochaine étape de fin si elles sont mortes. Du coup, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de voir si Rien, on peut pas en faire aussi un deck sacrifice derrière. C'est-à-dire faire en sorte d'avoir des moteurs de sacrifice qui vont éventuellement vous faire gagner la partie, hein, je vous apprends rien, il en existe pas mal. Et faire en sorte derrière de sacrifier vos créatures, surtout voilà, par exemple si elles attaquent, parce que vous allez essayer d'être un peu bourrin, vous allez attaquer avec, vous voyez que elles vont se faire bloquer par une créature plus grosse, etc. Vous les sacrifiez en réponse, et du coup vous les récupérez à l'étape de fin. Ça peut vraiment être pas mal. Alors après, derrière, est-ce que c'est une perte de board? Oui, en effet, il y a peut-être moyen de les lancer en flash, si vous avez, je sais pas, une Vedalken Aurori, j'ai oublié son nom en français. Voilà, mais bon, par exemple, pourquoi pas les relancer en flash derrière, puisque vous les récupérez à l'étape de fin, oui, ok. Oui, ça peut être assez intéressant, je pense qu'il y a moyen de faire du coup des choses avec, vraiment multicolore, sacrifice éventuellement, pourquoi pas essayer de se concentrer sur le vol, mais bon, malheureusement en dehors du blanc, le rouge et le vert sont pas trop fans de ça non plus. Donc bon, voilà, essayez de voir un peu ce qu'on peut faire, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire autour de ça. Ensuite, dans les éditions, on a Kétis, la main cachée, une créature légendaire elfe et conseillée. Alors attention, les elfes conseillés, généralement, il arrive des trucs stupides. Ça a cassé le commandeur déjà plus d'une fois. Pour un blanc, un noir et un vert, c'est une 3-4. Les sorts légendaires que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Exilez 2 cartes légendaires de votre cimetière jusqu'à la fin du tour. Chaque carte légendaire de votre cimetière acquiert. Vous pouvez jouer cette carte depuis votre cimetière. Alors, j'aime beaucoup parce que déjà, réduction de coût sur les légendaires, très bien. Ensuite, derrière, le fait d'avoir la possibilité de rejouer des cartes légendaires depuis le cimetière, juste en exilant 2 d'entre elles, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Et en fait, ça va être un petit peu, je pense que ce genre de deck, ça va être un peu du good stuff, c'est voilà. Kétis, boum, je le pose, j'ai réduit le coût de mes légendaires. Et en plus, voilà, certaines cartes légendaires, je pense dans ces couleurs-là, vont vraiment apprécier de coûter déjà 1 mana de moins. C'est vraiment un accélérateur plus qu'intéressant. Et enfin un réducteur de coût, je devrais dire plutôt intéressant, donc vraiment j'ai hâte de voir un peu ce que ça peut donner, mais voilà, à mon avis ça fait surtout de good stuff, on va dire, on va prendre tout ce qui est bon dans ces 3 couleurs là, et on va faire en sorte de les jouer dans ce deck, et éventuellement de pouvoir les exiler ensuite pour pouvoir rejouer les plus intéressants, voilà, donc vraiment c'est une value sur le long terme, voilà. Ensuite on a Yarok le profané qui coûte 5, dont un noir, un vert et un bleu, c'est une 3-5 élémentale et horreur. C'est avec le contact mortel, avec le lien de vie, et si l'arrivée sur le champ de bataille d'un permanent provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Alors en fait c'est en gros Panharmonicus, mais en mieux, parce que Panharmonicus en fait ne précisait que les créatures et les artefacts, il me semble. Alors que là du coup il dit n'importe quel permanent, c'est-à-dire s'il y a un terrain qui a un effet quand il arrive en jeu, du coup il le déclenchera une deuxième fois. Honnêtement, c'est assez intéressant, j'aime beaucoup. Je sais que nos amis de chez MTG EDH, le site web dont je vous avais parlé, vont se pencher dessus, ils vont essayer de faire un deck budget autour, puisque les membres, enfin ceux qui les suivent, ont du coup voté pour ça. Donc du coup, écoutez, je vous conseille même éventuellement d'aller voir ce qu'ils vont proposer, parce que pour le coup, je pense pas faire un deck tech autour un jour. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, je pense que Yarok, il y a un potentiel très simple, parce que la mécanique est très basique. Finalement, c'est voilà, les effets d'arrivée en jeu de tous mes permanents se déclenchent une deuxième fois, voilà. Ensuite, on a Kalia qui est de retour, la chercheuse de Zénith qui coûte un noir, un rouge et un blanc. C'est une humain clair 3-3 avec le vol et la vigilance cette fois-ci. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous regardez les 6 cartes dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte d'ange, une carte de démon et ou de dragon parmi elles et les mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Honnêtement, je suis assez dubitatif sur Kalia. C'est-à-dire que l'ancienne Kalia, elle était très bourrin, c'est voilà, j'attaque, boum, un ange, un dragon ou un démon. Donc on retrouve un petit peu sa monomanie. Voilà, j'aime ces créatures-là, je vais les jouer. Donc du coup, on retrouve un petit peu ce côté-là, mais là, du coup, c'est le filtrage du dessus de la bibliothèque. Finalement, en plus, c'est pas mal, c'est quand même 6 cartes qu'on regarde, je veux dire, ça pourrait être pire. Le fait est qu'elle coûte pas non plus très cher, elle coûte juste 3 mana. Après, le problème, c'est que je pense qu'elle s'intègre très bien dans l'autre Kalia, de manière à avoir du gaz supplémentaire. Mais le problème, c'est que du coup, c'est un effet d'arrivée en jeu, le blink, en blanc, il y en a, évidemment, mais pas dans les 2 autres couleurs. Après, il existe aussi des artefacts qui font blinker, hein, je pense au cabinet du conjurateur, par exemple. C'est plutôt pas mal aussi, mais
c'est vrai que là, bah du coup, il y a aussi un autre inconvénient, c'est que si vous jouez cette Kalia-là dans la version numéro 1 de Kalia, bah, le problème c'est que vous révélez les cartes d'anges, de démons et de dragons que vous allez prendre. Et le problème c'est que la première version de Kalia, en fait, l'avantage principal c'était la surprise, c'est qu'est-ce qui va nous arriver. Et du coup, là, le fait de révéler les cartes en question, oui, bah, du coup, ça enlève un petit peu la surprise, ce qui est un petit peu moins bon. Donc je ne sais pas, à mon avis, ça s'intègre bien, c'est un petit support dans le deck précédent, enfin la précédente version de Kalia. Après, je pense qu'en elle-même, est-ce qu'elle va réellement être intéressante? J'ai un petit doute, voilà, ça va être bon, un peu moyen. La carte suivante, c'est Kaikar, Furie du vent, qui coûte 4, dont un bleu, un rouge et un blanc. C'est un oiseau et sorcier 3-3 avec le vol, et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, créez un jeton de créature 1-1 blanche esprit avec le vol, sacrifiez un esprit, ajoutez un rouge. Alors bon, là il y a pas mal de choses à dire. En gros, il y a une logique autour des sorts non créatures, ça c'est bon, c'est normal, on est en Jeskai, le Jeskai Patriot, hein, le fameux. Je pense que largement, on peut se dire que voilà, ça va créer les esprits, c'est bien, ça nous fait des jetons pour toutes les cartes non créatures qu'on va jouer. Du coup, il faut, à mon avis, s'orienter pas mal là-dessus et surtout pas partir sur l'autre chose qui est Tribal Esprit. Pourquoi? Parce que déjà, Kaikar n'est pas un esprit lui-même. On a malheureusement un petit problème, c'est que dans les esprits, en fait, il y a une couleur qui est quand même un petit peu en dessous sur les 5 couleurs de Magic au niveau des esprits, et c'est le rouge. Et le problème, c'est qu'on en a une autre qui est plutôt pas mal dans les esprits, c'est le noir. Donc voilà, techniquement, en fait, le blanc-bleu-noir, le Esper, devrait être les couleurs phares des esprits. Parce que dedans, on a des très bons esprits blanc-noir, on a des très bons esprits bleus, et malheureusement, le rouge, là, il fait un petit peu tâche. Et le pire, c'est qu'en plus, quand vous sacrifiez des esprits, vous faites du rouge. Donc du coup, tribal esprit, non. Je pense que vraiment ça orientera plus sur du sort non créature, génération de jetons. Et du coup, en soi, en fait, Kaikar, il va juste être là pour dire je vous fais des jetons, tranquille, je suis juste un générateur de jetons. Et éventuellement, une fois de temps en temps, on peut sacrifier des jetons pour faire du mana supplémentaire. Du coup, ce qui peut vous permettre, si vous avez lancé beaucoup de sorts non créatures, éventuellement de lancer des sorts qui coûtent X par exemple, et d'en profiter pour utiliser le mana rouge et les esprits que vous avez. Donc, pourquoi pas, mais ça va pas être un deck à mon avis du feu de dieu, voilà, à défoncer tout le board, mais voilà, ça peut vraiment être sympa sans être non plus extrêmement pété quoi. Ensuite on a Omnath de retour, c'est le locus du roulis cette fois-ci, qui coûte 4 dont un vert, un bleu et un rouge, c'est un élémental 3-3, et quand il arrive sur le champ de bataille, il inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre d'élémentaux que vous contrôlez. Donc là la logique est déjà là, c'est les élémentaux. Et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur un élémental ciblé que vous contrôlez. Si vous contrôlez au moins 8 terrains, piochez une carte. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fait, Omnath, alors bon, il y a eu la version mono-vert qui aimait bien le mana, on a eu la version rouge-vert qui aimait bien les terrains qui arrivent sur le champ de bataille, et là on a la version bleu-rouge-vert qui dit j'aime bien les élémentaux et j'aime bien les terrains qui arrivent sur le champ de bataille. Donc du coup, ce qu'on va essayer de faire, en plus on est dans de très bonnes couleurs pour le faire, pour ramper, essayer de faire en sorte d'avoir les terrains le plus rapidement possible, c'est une bonne chose, parce que la première capacité de Omnath, elle est sympa, voilà. Je veux dire, quand il arrive sur le champ de bataille une première fois, il va avoir quelques élémentaux, hein, logiquement. Vous allez infliger des blessures à une créature ou à un joueur, c'est sympa. Et ensuite, plus au fur et à mesure de la partie, si vous accumulez les élémentaux, vous allez pouvoir faire arriver Omnath avec encore plus de dégâts. Mais moi, la deuxième capacité, elle m'intéresse beaucoup, parce que, quand même, vous jouez un terrain, vous piochez une carte, c'est quand même vraiment très sympa. C'est quelque chose qu'on avait vu avec Tatiova, et en plus, il y a le marqueur +1/+1 pour un élémental que vous contrôlez. Donc, vraiment, il y a un petit peu de tout, et j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Et ensuite, en commandant Artefact, mais en fait, Artefact 5 couleurs, c'est Golos Pèlerin Infatigable qui coûte 5, c'est une 3/5 éclaireur, créature artefact légendaire éclaireur, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher une carte de terrain dans votre bibliothèque, la mettre sur le champ de bataille engagé, et mélanger ensuite votre bibliothèque. Et oui, c'est déjà pas mal, ça c'est une carte de terrain, pas de terrain de base, une carte de terrain tout court, qui arrive directement sur le champ de bataille, ce qui est quand même assez rare pour de l'artefact. Donc bon, on va être assez content, et là je vous avoue que ouais, c'est plutôt pas mal du tout. Et derrière, pour 5 dont un blanc, un bleu, pardon, pas pour 5, pour 7 dont un blanc, un bleu, un noir, un rouge et un vert, exilez les 3 cartes dessus de votre bibliothèque, vous pouvez les jouer au tour 6 en payer leur coût de mana. Oui, très bien, écoutez, en fait si vous avez moyen de le filtrer dessus de la bibliothèque, du style avec une toupie par exemple,
Bon, Toupie malheureusement ne regarde que les 3 cartes, oui c'est peut-être pas forcément le top. Vous pouvez utiliser aussi la bibliothèque sylvestre pour vérifier que les cartes au-dessus de la bibliothèque sont des cartes intéressantes. Vous pouvez utiliser aussi une carte que j'aime beaucoup, c'est le râtelier à parchemin, qui va en fait vous permettre d'échanger un certain nombre de cartes de votre main avec celle du dessus de la bibliothèque, avec le même nombre du dessus de la bibliothèque. Donc du coup vous contrôlez en gros ce que vous allez mettre au-dessus pour ensuite le jouer gratuitement avec Golos. Donc oui, il y a pas mal de choses à faire. Il y a moyen de ramper ensuite assez facilement, puisque du coup on a les 5 couleurs disponibles dans le deck. Donc oui, je pense vraiment qu'il y a moyen de faire quelque chose avec, et d'être assez efficace à partir du moment où vous contrôlez le dessus de la bibliothèque et que vous jouez des gros sorts, des gros sorts qui tâchent. Voilà. J'ai quand même une remarque à faire sur les commandants de l'extension, c'est que sur les 12 commandants de l'extension, on en a quand même au total 7 qui ont le vol. Et c'est quand même assez fou d'avoir autant de créatures légendaires comme ça avec le vol. Et malheureusement les autres, la portée elle est assez absente. Bon. Il y a peut-être un petit déséquilibre là-dessus. Bon après, est-ce que c'est généralement des commandants bourrins? Non, pas forcément. Mais bon, c'était une petite chose dont je voulais vous parler quand même. Voilà, une petite remarque là-dessus. Passons maintenant aux autres cartes de l'extension. On va commencer avec le blanc évidemment. Et on va commencer avec les rééditions du blanc. Alors il y en a 3 pour vous, 3 très intéressantes. On a la lignelée de vertu, puisque les lignelées sont de retour. Il y a eu des rééditions et des nouvelles lignelées qui ont été ajoutées. La lignelée de vertu, en fait, c'est un enchantement qui coûte 4, dont 2 blancs. Voilà, le coût de mana est toujours à peu près pareil, c'est toujours les enchantements. Et surtout, en fait, si vous les avez en main de départ, vous pouvez l'avoir sur le champ de bataille au début de la partie. Gratuitement, c'est bien, c'est génial. La lignelée de vertu donne la défense talismanique, c'est plutôt pas mal, vu qu'il y a quand même pas mal de choses qui ciblent directement les joueurs. Là, du coup, on a une petite protection supplémentaire qui plus est peut-être gratuite. Voilà. On a la dépuration planaire, un rituel pour 6, et dont 3 blancs, qui détruit tous les permanents non terrain. Alors là, c'est vraiment le rasboard par excellence, le gros rasboard. Voilà, je sais qu'il y a pas mal d'alternatives auxquelles vous pensez, la colère de Dieu, la Nova purificatrice qu'il y avait eu dans M19 justement. Malheureusement, oui, c'est bien, mais ils détruisent pas tous les permanents non terrain. Là, on détruit même les Planeswalkers. C'est pour vous dire, voilà, si vous jouez un petit peu contrôle, si vous avez besoin d'une Vrasse qui sort un petit peu de l'ordinaire, celle-ci elle est vraiment très bien. Et un autre enchantement, on a aussi l'autorité de la loi, pour 3 dont 1 blanc, aucun joueur ne peut lancer plus d'un sort par tour. Aussi très bien pour tous ceux qui veulent jouer justement contrôle et empêcher les adversaires de faire trop de choses sur un tour, voilà, parce qu'il y a des decks qui font beaucoup trop de choses, il faut le dire. Et voilà, vous avez de quoi les arrêter avec ce petit enchantement fort sympathique. Dans les nouvelles cartes, il y en a quelques-unes qui m'intéressent pas mal en blanc. On a Adjani, force de la bande, donc qui coûte 4 dont 2 blancs, c'est un Planeswalker qui a avec 5 de l'EET. Le plus 1, vous gagnez un nombre de points de vie égal au nombre de créatures et aussi le nombre de Planeswalkers que vous contrôlez. C'est vraiment pas mal du tout, ça fait gagner pas mal de points de vie rapidement si vous avez un deck dans lequel vous jouez soit beaucoup l'un, soit beaucoup l'autre, ou même les deux, pourquoi pas. Le -2 crée tout simplement un jeton frère de bande d'Adjani, voilà, qui gagne un marqueur plus 1 plus 1 chaque fois que vous gagnez des points de vie, c'est pas mal. C'est pas fou, mais c'est pas mal. Et le 0, oui, parce qu'il n'y a pas d'autre capacité négative. Si vous avez au moins 15 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ, exilez Adjani, force de la bande, et chaque artefact et créature que vos adversaires contrôlent. C'est très fort, alors bon, évidemment il s'exile dans le processus, mais honnêtement c'est un rasboard à sens unique, voilà, donc vos adversaires vont en chier. En plus ils perdent leurs artefacts dans le lot. Je pense vraiment en fait que ce Adjani il est très bon, je trouve. Parce que du coup il y a du gain de points de vie, même en masse, je veux dire, pour chaque créature, ça peut être vraiment énorme. Si vous jouez ça dans un deck jeton, même avec Winnie White, avec beaucoup de petites créatures, ça peut aller très vite. Et du coup, évidemment, si vous avez des jetons pour bloquer derrière et éviter de perdre les points de vie que vous avez accumulés, pour ensuite faire le 0 derrière et raser le board de vos adversaires, oui, totalement oui. En plus, c'est de l'exil, c'est fort, ça va gérer les artefacts et les créatures. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc du coup, c'est de Adjani, je le trouve vraiment très bien pour le coup. Voilà, très bien. On a un évêque d'El, c'est une créature humain éclair pour 2 blancs, une 1/4. À chaque fois qu'un ange arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez 4 points de vie. Et à chaque fois qu'un ange que vous contrôlez meurt, vous créez un jeton 1/1 esprit avec le vol. Alors, là j'aime bien parce que du coup on est sur le tribal ange, je sais que ça va intéresser certains joueurs. Je pense à un en particulier que je connais. En gros, j'aime bien le fait de gagner 4 points de vie quand il y a un ange qui arrive sur le champ de bataille, parce que généralement les anges c'est quand même déjà des bonnes bêtes, on va le dire. C'est pas des petits trucs, bon, à part l'ange qu'on a vu dans Modern Horizon qui est 1/1 pour 1. Voilà, bon,
de manière générale, ce sont déjà des grosses bêtes, avec des capacités d'évasion, donc du coup, on sait qu'ils vont pouvoir attaquer facilement, qu'ils vont pouvoir infliger pas mal de blessures, mais en plus, ils vous font gagner des points de vie quand ils arrivent sur le champ de bataille. C'est génial. Et en plus, quand ils meurent, ils font encore des créatures avec le vol derrière, avec celui-là. Donc l'évêque d'El, vraiment bien, une bonne synergie avec les anges. On a un cycle avec les cavaliers, et celui-ci c'est le cavalier de l'aube pour le blanc, qui coûte 5 dont 3 blancs, c'est une 4-6 élémental chevalier comme tous, avec la vigilance, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous détruisez jusqu'à un permanent non terrain ciblé, et son contrôleur crée un golem 3-3. Et derrière, vous avez, quand il meurt, il vous renvoie une carte d'artefact d'enchantement ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Encore une fois, très bien, j'aime beaucoup en fait ce cycle de cavalier. Alors, ils n'ont pas tous le même niveau de puissance, hein, on va en parler par la suite. Mais celui-ci, j'aime bien parce que déjà, détruire un permanent non terrain, c'est vraiment cool. Ensuite, derrière, c'est un bon body, c'est une 4-6 vigilance pour 5. Vraiment très bien, voilà, il encaisse bien les dégâts. Et derrière, voilà, le fait que quand il meurt, il va vous récupérer un artefact ou d'enchantement, je trouve ça vraiment très cool. Donc, du coup, génial, j'aime beaucoup. On a aussi le mystique du champ d'étoiles, un humain clair pour 2 dont un blanc, c'est une 2-2, et il réduit le coût de vos enchantements en fait de 1. C'est pas mal. Mais derrière, il a en plus une deuxième capacité, chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, vous mettez un marqueur +1/+1 sur le mystique. Alors moi je l'aime beaucoup surtout pour la capacité qui réduit le coût. Parce que voilà, les réductions de coût pour les enchantements, c'est pas ce qui manque, mais en avoir toujours en plus, c'est quand même vraiment intéressant d'avoir des options supplémentaires. Voilà. Et derrière, l'autre capacité, ben en fait, j'espère que ça ne vous arrivera jamais, parce que quand vous jouez enchantement, généralement, vous ne jouez pas vraiment les enchantements qui vont aller au cimetière. Parce que pour les récupérer derrière, c'est plutôt galère. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui permettent de le faire. Bon, à part la carte précédemment idée, bien sûr. Mais je pense vraiment, c'est juste, bon, si jamais tu détruis mes enchantements, voilà, bon, mon mystique, il va grossir. Après, c'est pas vraiment une carte qui a de l'évasion, donc du coup, c'est pas très intéressant de mettre des marqueurs +1/+1 dessus. À moins que vous ayez moyen de lui donner de l'évasion derrière, mais c'est pas vraiment le but. Là, je pense que c'est surtout la réduction de coût qui est intéressante. Et on a comme dernière carte blanche le retour à la vie, un éphémère pour 2 blancs. Choisissez jusqu'à 2 cartes de permanence ciblées de votre cimetière qui ont été mises ce tour-ci depuis le champ de bataille. Renvoyez-les sur le champ de bataille engagé. Heureusement qu'ils ont fait la précision qu'elles ont été mises depuis le champ de bataille ce tour-ci. Puisque bon, sinon ça aurait pu donner lieu à des trucs assez débiles, je vous avoue. Mais honnêtement, je trouve ça très intéressant. Ça me fait penser un petit peu à Face Reward, récompense de la foi. Qui lui, pour 4, en fait, le fait pour toutes les cartes de permanents qui ont été mises dans votre cimetière ce tour-ci. Du coup, là, le retour à la vie, lui, c'est plus petit, mais justement, du coup, c'est un peu plus flexible. C'est-à-dire que bon, le Face Reward demande que vous ayez 4 manas de dégager. Là, retour à la vie n'en demande que 2. Donc ça peut être assez cool et pas non plus très compliqué à jouer, du coup, durant une partie. En bleu, on a des bonnes rééditions, j'en ai 2 pour vous. La lignelée de Prescience, donc du coup toujours la même lignelée pour 4, un nombre bleu, qui peut arriver sur le champ de bataille directement si vous l'avez au moment de départ. Vous pouvez lancer les sorts comme s'ils avaient le flash. Bah écoutez, je pense que là tout est dit, hein. Je l'avais mis dans les meilleures cartes du bleu, il me semble. Oui, il me semble bien. Je l'avais mis dans mes meilleures cartes du bleu, et c'est pas pour rien. Lancer vos sorts avec le flash, ça permet que, au lieu d'avoir un tour durant lequel vous pouvez jouer vos rituels, vos créatures, enfin surtout vos créatures, bah bon, en fait vous avez 4 tours à la place. Toute la table, tous les tours de la table, ce sont vos tours aussi. Et vraiment, bah, c'est très fort, je veux dire. J'ai pas grand chose à redire dessus. Il y a une nouvelle illustration en plus, elle est très jolie, j'aimais bien l'ancienne, mais celle-là elle est bien aussi. Donc bon, voilà, honnêtement, je suis très content de les revoir ces lignelets, mais là ils ont choisi vraiment le top, quoi. Donc, bah, lignelée de Prescience, encore une fois, une très bonne carte pour le commandeur. Et l'autre, c'est une non-co dont j'ai jamais trop vu la tête en commandeur, mais que je joue personnellement assez souvent. C'est le Forgeur d'âme réputé, un humain artificier 1-3 pour 2 dont un bleu. Vous l'engagez, vous ajoutez 2 manas incolores que vous ne pouvez dépenser que pour des sorts d'artefacts et activer les capacités d'artefacts. La deuxième capacité, on s'en fout réellement parce que ça fait référence à 2 artefacts qui sont d'ailleurs dans l'extension et qui sont plutôt mauvais, disons-le. Voilà, vous pouvez les chercher, mais on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est juste d'avoir un accélérateur de mana pour les artefacts, spécifiquement. Le fait est que, voilà, il produit du mana pour les sorts et pour les capacités d'artefacts, et c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Surtout que, bon, il se rentabilise très vite. Vous l'engagez, vous faites 2 mana, alors que lui en a coûté 2. Ça peut accélérer très vite votre deck si vous aimez bien jouer les artefacts, voilà. Donc, vraiment, moi, je vous le conseille si vous voulez jouer dans un deck artefact avec du bleu. Les nouvelles cartes du bleu, alors il y en a pas mal, des bonnes, des intéressantes, des très intéressantes.
On a tout d'abord l'agent de traîtrise, il coûte 7, dont 2 bleus, c'est une créature humain et gredin 2-3. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous acquérez le contrôle d'un permanent ciblé, de manière définitive, voilà. Et au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 3 permanents que vous ne possédez pas, piochez 3 cartes. J'aime beaucoup parce que du coup ça nous oblige un petit peu à dire ah oui je vais prendre le contrôle des créatures adverses, des cartes adverses, des permanents adverses. Qui plus est, voilà, lui il acquiert le contrôle de la permanent. Enfin, je veux dire, il y a des permanents qui pourraient être très intéressants dans un deck. Du style, je sais pas, enfin si l'adversaire joue un Nyktos par exemple, si vous jouez mono bleu derrière, ça peut être très intéressant de faire du bleu en fonction de votre dévotion. Voilà, pas mal de choses qui peuvent être intéressantes, mais en plus, l'agent de traîtrise, il demande d'être blinké avec sa première capacité. Et du coup, je vous ressors ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que dans le bleu, il y a du blink, et il y a aussi un artefact très intéressant, le cabinet du conjurateur, je vous laisserai aller jeter un coup d'œil, qui lui permet en fait de blinker un permanent que vous contrôlez, enfin une créature que vous contrôlez, à la fin de votre tour. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Allez hop, tu quittes le champ de bataille, tu reviens, tu me repiques un permanent à quelqu'un d'autre. Et bon, certes, il coûte 7 à lancer, c'est sûr. Peut-être que des réducteurs de coups ou des accélérateurs de mana, ça serait pas mal dans le deck. Mais honnêtement, moi je trouve très intéressant de base, juste pour ces deux capacités qui sont vraiment très très bien, quoi. On a un rituel issu des rêves qui coûte 4 dont 2 bleus. Vous regardez les 7 cartes dessus de votre bibliothèque, vous mettez 2 d'entre elles dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors là ça me fait penser évidemment à la fouille temporelle qui faisait pareil mais en éphémère et avec la fouille. Elle coûtait beaucoup plus cher mais du coup vous pouviez réduire le coût jusqu'à 2 bleus. Donc du coup là c'est une petite alternative qui est sympa, qui coûte pas cher, qui certes se fait en rituel mais bon du coup ça vous permet quand même d'aller chercher 2 cartes, enfin bon parmi les 7 premières bien sûr. Mais je trouve ça assez intéressant. Et bon voilà, ça redonne du gaz quoi, mine de rien. Pour une carte, vous allez en chercher 2 autres. Donc c'est plutôt intéressant. On a le déluge de larmes comme autre rituel qui coûte 6 dont 2 bleus. Vous renvoyez tous les permanents non terrain dans les mains de leur propriétaire. Si vous renvoyez au moins 4 permanents non jetons que vous contrôlez de cette manière, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent de votre main. J'aime beaucoup parce que on est en train de parler de deux choses. Déjà de reset le board, ce qui est quand même très fort, hein, on a vu... faille cyclonique, c'est intéressant. Malheureusement, vous allez reset aussi le vôtre. Et l'avantage, en fait, derrière, c'est que si vous allez reset une partie de votre board suffisamment grande, on va dire 4 cartes, je pense que c'est largement envisageable, même pour du bleu, si vous jouez contrôle, tout ça. Je veux dire, entre les artefacts, les enchantements, etc. Et les quelques créatures que vous pouvez jouer, je pense que c'est largement envisageable d'avoir 4 permanents qui retournent dans votre main. Mais l'avantage derrière, c'est de pouvoir jouer un permanent gratuitement, enfin de pouvoir poser un permanent sur le champ de bataille directement. Je veux dire, enfin... On a quand même des titans Eldrazi dans le commandeur qui sont plutôt intéressants, à 12, à 13, à 10, à 11 mana. C'est plutôt pas mal de pouvoir les jouer gratuitement après avoir rasé le board. Qui plus est, là, il y a des artefacts aussi très intéressants qui coûtent cher. Enfin bon, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire. Et ouais, écoutez, faut en profiter quoi. Ensuite, on a un éphémère, duplication experte pour 6 dans un bleu. Vous choisissez l'un ou l'autre. Créez 2 jetons de créatures artefacts 3-3 incolore golem. Alors, indice, c'est pas cette capacité-là qu'on va utiliser, c'est l'autre. Choisissez un artefact ciblé que vous contrôlez. Chaque autre artefact que vous contrôlez devient une copie de cet artefact jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est un sort qui fait gagner la partie. Honnêtement. Voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de cartes d'artefacts qui font gagner la partie, des grosses bêtes, des trucs vraiment intéressants. Voilà, je pense Colosse de Sombre Acier, de Peste Acier surtout. Voilà, enfin, imaginons que vous jouez un deck artefact avec pas mal d'artefacts derrière, le deck Saeli, un deck Sai, pas mal de choses à faire. Le deck Breya aussi par exemple, et derrière dire tous mes artefacts ça devient des copies d'un colosse de peste acier avec l'infection 11-11. Oui, écoutez, ça va faire un peu mal je pense. Hein. Même si vous n'arrivez pas à gagner la partie avec ce sort, en fait je pense que l'impact est suffisamment grand pour faire en sorte de vraiment emmerder vos adversaires, éventuellement d'en tuer un ou deux dans le processus. C'est quand même vraiment pas mal, voilà. Je veux dire, pour 6, vous avez moyen de tuer un adversaire. Ça peut être cool. Après, il faut avoir construit le deck un petit peu autour aussi, c'est-à-dire que bon, dans un deck artefact, vous n'allez pas jouer uniquement des cartes sympas, cool et fair. Voilà, vous allez jouer aussi des grosses cartes qui tâchent, comme dont je vous en avais parlé, tout simplement. On a le Planeswalker bleu, Mu Youngling, danseuse céleste qui coûte 3 dont 2 bleus, c'est un Planeswalker qui arrive à 2. Plus 2 jusqu'à votre prochain tour, jusqu'à une créature ciblée gagne -2, -0 et perd le vol. -3, vous créez un jeton 4-4 élémental oiseau avec le vol. -8, vous gagnez un emblème avec les îles que vous contrôlez ont engagé l'île et pioché une carte. Alors, je n'aime pas du tout Mu Youngling, parce que elle arrive avec 2 de loyauté pour un Planeswalker qui coûte 3, c'est vraiment très peu.
Et alors, elle augmente très vite parce qu'elle a un plus 2. Mais malheureusement, son plus 2, c'est un petit peu léger, quoi. -2, -0. Bon, après, ils perdent le vol, certes. Mais mon problème principal, c'est qu'elle ne se protège pas réellement tout de suite. Parce que bon, une créature en commandeur, enfin sur un tour de table, ça va pas passer. Ça va pas passer du tout. Et le problème, c'est que les adversaires savent très bien que si vous utilisez le plus 2, d'ailleurs, vous allez pouvoir utiliser le -3 et faire une 4-4 avec le vol. Oui, non, là ça va pas être possible. Les adversaires vont attaquer derrière et faire en sorte de vous enlever votre one-ling le plus rapidement possible. Et justement, le fait est que le fait d'avoir un -3 qui crée un jeton, du coup qu'elle peut pas utiliser tout de suite, c'est c'est vraiment trop compliqué, quoi. C'est vraiment pas possible. Je pense vraiment que là, elle est trop dure à maintenir en fait en place. Voilà, parce que bon, quand même, vous le lancez pour 3, si elle arrive pas au tour 3 pile et que les adversaires n'ont pas déjà un board de fou, certes, enfin, voilà, il faut qu'elle arrive au tour 3, que les adversaires n'aient pas de board pour qu'elle puisse ne pas être gérée. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, ce sera pas le cas. Voilà, elle va arriver plus tard, voilà, vous l'aurez pas au tour 3 pile. Donc, nyeh, voilà, nyeh. Le cavalier des bourrasques, donc du coup la suite avec l'élémental chevalier, qui coûte 5 dont 3 bleus, c'est une 5-5 avec le vol, et quand il arrive sur le champ de bataille, piochez 3 cartes et mettez ensuite 2 cartes de votre main au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Donc c'est un brainstorm, c'est pas mal sur un effet d'arrivée en jeu. Et quand il meurt, vous le mélangez dans la bibliothèque et vous regardez 2. Honnêtement, je suis assez content parce que celui-là, il est pas mal, il fait piocher, il fait le brainstorm, c'est cool. Et derrière, en plus, il fait regard 2 quand il s'en va, donc on est vraiment sur le contrôle de la bibliothèque, la pioche, le contrôle du sujet de la bibliothèque. Donc j'aime bien, c'est tout simplement ce que le bleu veut, et c'est quand même une 5-5 vol pour 5, c'est quand même très cool. Donc encore une fois, bon body, bonne capacité. Un éphémère, la fin du compte, qui coûte 2 dont 1 bleu, vous contrecarrez la capacité activée ou déclenchée ciblée, ou le sort légendaire ciblé. Alors du coup, en commandeur, oui, là, oui, contrecarrer le sort légendaire ciblé, en effet, il y a un risque pour qu'il y ait un sort légendaire qui soit joué au moins dans chaque deck. Voilà, vous aurez deviné lequel, évidemment. Mais oui, oui, totalement intéressant. On se retrouve avec une carte qui en plus a une flexibilité derrière, capacité activée ou déclenchée. Si éventuellement vous n'avez pas pu gérer le commandant en question, du coup vous pouvez éventuellement contrecarrer sa capacité. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec ça, sans aucun problème dans les decks bleus en commandeur. Le noir, on a une réédition qui m'intéresse, c'est évidemment la Lignelée du Vide, bien sûr, qui coûte 4 toujours, nom de noir, elle arrive sur champ de bataille directement si vous l'avez en main de départ. Si une carte devait être mise dans le cimetière d'un adversaire d'où qu'elle vienne, exilez-la à la place. Là vous avez compris pourquoi est-ce que je l'ai mise dans la liste. Tout simplement parce que les decks réanimation, les decks sacrifice, ce sont des choses qui fonctionnent très bien en commandeur. On a beaucoup de commandants qui sont très forts dans ces stratégies-là. Vraiment, voilà, je pense encore une fois à Meren, qui est devenu un classique depuis le commandeur 2015, c'est quand même assez fou. Et du coup, oui, là, totalement la Lignelée du Vide, je pense que si vous avez un groupe de jeu dans lequel ça joue pas mal avec les cimetières, écoutez, amusez-vous à mettre cette Lignelée-là. Après, évidemment, ne la mettez pas systématiquement dans vos decks, sans savoir contre qui vous allez jouer. Et voilà, je pense que si vous connaissez un petit peu les joueurs avec qui vous jouez habituellement, ça peut être un avantage considérable face à eux, s'ils aiment bien jouer avec leur cimetière. Dans les nouvelles cartes, il y a de très bonnes nouvelles cartes dans le noir. On a le Cavalier de la Nuit, donc la suite du Cavalier, pour 5 dans 3 noirs, c'est une 4-5 avec le lien de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, détruisez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Très intéressant, voilà, c'est tout simplement... comment ça s'appelle encore Bone Splitter, j'ai oublié son nom en français, ça m'énerve, c'est impressionnant. J'ai vraiment du mal avec les noms en français en ce moment. Mais en gros, voilà, vous sacrifiez une créature, vous allez pouvoir détruire une créature ciblée. C'est assez cool, j'aime bien, voilà, il n'y a pas de restriction sur le type de créature que vous devez sacrifier ou le type de créature que vous pouvez détruire, c'est bien. Et en plus, quand il meurt, vous renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Donc du coup, éventuellement, pourquoi pas sacrifier une créature à 3 sous sa première capacité, et du coup, derrière, le faire revenir par la suite, éventuellement avec un petit effet d'arrivée sur le champ de bataille, c'est encore mieux. Donc vraiment, il y a un petit peu de tout, là, j'aime bien. Le Cavalier de la Nuit, pour moi, ouais, c'est une carte assez intéressante, qui demande un petit peu à ce qu'on s'intéresse à elle. Pourquoi pas aussi dans les decks réanimation, ça peut être intéressant de pouvoir la réanimer, pour ensuite resacrifier une créature, détruire une créature, le sacrifier derrière, pour ensuite refaire revenir la créature en question. Ça peut vraiment être cool. Donc oui, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec.
on a une créature cauchemar qui s'appelle la présence effroyable, qui coûte 4, dont un noir, c'est une 3-3, et à chaque fois qu'un mari arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, choisissez l'un. Donc soit vous piochez une carte et vous perdez un point de vie, c'est cool, c'est vachement cool. Et l'autre, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible et vous gagnez 2 points de vie. Alors j'aime bien les deux options, parce que bon, déjà du coup ça veut dire qu'en début de partie on peut gérer les petites bêtes qu'il peut y avoir, hein, voilà, j'inflige 2 blessures, je gagne 2 points de vie, c'est cool. Et surtout en plus, les 2 points de vie que vous gagnez, la fois d'après vous pouvez très bien en dépenser un sur l'autre choix que vous pouvez faire en piochant une carte. Du coup ça me fait penser un petit peu à Tatiova, voilà, qui fait piocher et gagner un point de vie chaque fois que vous posez un terrain. Mais du coup là évidemment ça vous fait perdre un point de vie, on est en noir bien sûr. Et voilà, c'est quelque chose de vraiment sympa et j'aime bien la logique, donc du coup pourquoi pas. Vraiment très cool. La symétrie sournoise, c'est un rituel pour un noir qui m'a vraiment intéressé. Vous choisissez 2 joueurs ciblés, donc éventuellement vous, bien sûr. Chacun d'entre eux va chercher une carte dans sa bibliothèque, puis mélange sa bibliothèque et met cette carte au-dessus d'elle. Donc voilà, en fait, en gros, c'est un petit peu un remplaçant de Vampiric Tutor, sauf que là, vous ciblez un autre joueur en plus. Parce que c'est pas jusqu'à 2 joueurs ciblés, hein, c'est 2 joueurs ciblés. Donc vous allez forcément donner à l'un de vos adversaires, ou éventuellement à l'un de vos alliés ou un de vos partenaires, une carte supplémentaire. Donc du coup ce qui fait, voilà, si vous jouez les formats dans lesquels vous jouez un peu en équipe, ça peut être cool de la jouer, vraiment très sympa. Mais aussi dans le commandeur de base, je vous rappelle qu'il y a toujours le point politique, c'est-à-dire que comme vous allez donner à un adversaire un avantage, il va vous devoir quelque chose, quoi, en gros. Alors, j'entends déjà les gens qui vont me dire, oui mais non, il faut pas non plus trop rêver, les gens vont pas non plus accepter des gros deals parce que t'as permis d'aller tuto une carte. Oui, bon à la limite on demande au plus offrant qu'est-ce qui veut me filer un coup de main et qu'est-ce qui m'attaquera pas durant les prochains tours, qu'est-ce qui me fera pas chier. Voilà, éventuellement on finira en duel l'un contre un. Il y a aussi l'autre logique, c'est que dans une partie de Magic, il y a toujours, en commandeur, c'est réaliste de s'imaginer que certains joueurs sont vraiment à la traîne. Que voilà, il y a un problème, j'ai pas de terrain, patati patata, il me manque ça et tout pour que mon deck commence à avancer un petit peu. Et du coup, ou alors voilà, j'ai que des terrains, très chiant. Et du coup, mettre un avantage comme ça dans la main de l'adversaire en question, c'est aussi s'assurer que déjà il passe une bonne partie, quoi, qu'il fasse pas chier, mais aussi que derrière il soit aussi redevable. Voilà, c'est dire oui, c'est vrai que là tu m'as filé un gros coup de main quand même, j'étais dans la merde, et tu m'as permis d'aller tuto une carte, oui, totalement, c'est intéressant. Donc symétrie sournoise, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire avec, du côté politique et du côté aussi en équipe, voilà. Le Planeswalker noir, c'est Sorin, seigneur de sang impérieux, pour 3 dont un noir, il arrive avec 4 de loyauté. Plus 1, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert le contact mortel et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Si c'est un vampire, mettez un marqueur plus 1 sur lui. Très bien, boost pour les vampires avec des capacités supplémentaires, génial. Deuxième plus 1, parce qu'on n'en a pas assez. Vous pouvez sacrifier un vampire quand vous faites un 6 Sorin, seigneur de sang impérieux, inflige 3 blessures à n'importe quelle cible, et vous gagnez 3 points de vie. Alors là, sacrifier un vampire, c'est pas non plus trop grave, puisque je vous rappelle que Papy Markov, Edgar Markov, lui, il permet de faire en sorte de créer des jetons à chaque fois que vous lancez des sorts de vampires. Donc du coup, sacrifier un jeton, c'est pas non plus très grave. Le -3, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature vampire de votre main. Alors oui, vous avez bien entendu. Donc, honnêtement, j'aime beaucoup. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un Sorin en mono noir. Donc déjà, je suis assez content de le revoir comme ça. Là, on est vraiment sur du tribal vampire, hein, à fond. Et ça tombe bien parce que c'est quand même un tribal qui est très populaire depuis Edgar Markov, voilà, tout simplement, le papy de Sorin. Et c'est vrai que là, ça marche plutôt pas mal. Je veux dire, on a le boost d'un côté, le sacrifice pour infliger des blessures, gagner des points de vie, et derrière aussi, le fait tout simplement d'avoir ce truc qui est un show and tell spécial, show and tell uniquement pour vous, spécial vampire, c'est quand même très fort. Parce que, en fait, du coup, ça veut dire que Sorin se protège, littéralement. C'est, voilà, j'ai pas de vampire sur le board, je peux pas en sacrifier un, du coup, je peux pas en booster un, ça va être un peu difficile. Eh ben, écoute, je vais poser un vampire de ma main. Il y a des vampires qui coûtent 5, 6, 7 mana parfois, qui sont très forts, il faut l'avouer. Et du coup, pouvoir les poser juste en ayant payé 3 mana, puis ensuite en ayant fait le -3 de Sorin dès qu'il arrive, ça assure déjà un bon bloqueur pour protéger Sorin par la suite. Donc, c'est quand même une très bonne carte. Incarnation des agonistes, une créature démon qui coûte 3 dont 2 noirs, c'est une 0/0 vol contact mortel. Elle arrive avec un marqueur +1/+1 en fait sur elle pour chaque coup de mana différent parmi les cartes non terrain dans votre cimetière. Alors, je précise, c'est pas coût converti de mana, c'est le coût de mana.
C'est pour ça que, d'ailleurs, le texte le précise. En fait, par exemple, de 3 manas à payer, dont un noir, et 3 manas à payer, dont 2 noirs, ce sont des coûts de mana différents. Ce sont pas des coûts, c'est le même coût converti de mana, mais ce ne sont pas les mêmes coûts. Voilà. Du coup, ce qui fait que voilà, ça peut être assez intéressant de jouer autour de ça. Malheureusement, les terrains ne sont pas acceptés, c'est dommage, ça aurait pu être intéressant. Au moins, comme ça, on aurait eu un vol contact mortel pour 3. Bah voilà. Après, je trouve ça assez intéressant dans les stratégies, voilà, sacrifice, dans les stratégies un peu réanimation. Ça peut être cool, ça peut fonctionner assez vite. Et qui plus est, il coûte que 3, donc je veux dire, en début de partie, ça peut être une petite volante contact mortel très chiante. Et en fin de partie, ça peut vraiment être le gros truc qui va arriver sur le champ de bataille, qui va dire oui, là j'ai un truc vraiment pour bloquer, pour vous défoncer vos races, voilà. Donc bon, ça peut vraiment être assez fort. Passons maintenant au rouge, on a 2 rééditions qui m'intéressent, des Unco, toutes les deux, et oui, le Dragon Mage et le Meneur Gobelin, donc là on est dans 2 stratégies différentes. Le Dragon Mage qui coûte 7 dont 2 rouges, c'est un dragon et sorcier 5-5 avec le vol. Oui, bah, Dragon Mage, évidemment qu'il est sorcier, hein. Et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, chaque joueur se défausse de sa main et pioche cette carte. Voilà, je vous en avais parlé dans le deck Neeb. Et bah voilà, c'est tout simplement l'effet de wheel, l'effet de défausser puis repiocher cette carte pour tout le monde. Et je trouve ça toujours très intéressant en commandeur de pouvoir recycler la main et aussi surtout foutre celle de l'adversaire à la poubelle. Voilà. Le meneur gobelin, lui, il est dans une stratégie gobelin, voilà, vous avez compris l'idée. Il coûte 4 dont 1 rouge, il a la célérité, c'est une 2-2. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous révélez les 4 cartes de suite de la bibliothèque. Vous pouvez mettre toutes les cartes de gobelin révélées de cette manière dans votre main. Et le reste dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Du coup, ce qui est toujours très bien, un très bon choix pour les decks qui tournent autour des gobelins. Et je pense que oui, ben, c'est quand même une très bonne carte. Et bah écoutez, ça fera plaisir de la mettre dans ce type de deck. Dans les nouvelles cartes rouges, on en a beaucoup là, on en a 8, ouf, c'est beaucoup. Notamment parce qu'on a 3 de Chandra dont on va parler. Alors on va commencer avec le Cavalier des Flammes, dont toujours le cycle des élémentaux chevaliers, qui coûte 5, donc 3 rouges. 6-5, donc j'ai un bon body, et en plus, pour 2 dont 1 rouge, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 avec la célérité jusqu'à la fin du tour. Alors déjà on va s'arrêter là, 2 secondes. C'est fort, donner la célérité à toutes vos créatures, c'est juste énorme. On est en train enfin voilà, la célérité c'est une des capacités les plus intéressantes en commandeur, parce que, ben, mine de rien, le fait est que vous posez une créature, elle doit attendre tous les tours des adversaires, jusqu'à revenir au vôtre, pour être sûr de pouvoir attaquer. Et évidemment, il y a toujours des cartes de créatures qui aiment bien attaquer, qui ont un effet au moment où elles attaquent. Et là, du coup, le Cavalier des Flammes, allez hop, célérité pour tout le monde. Plus un bonus. Ok, d'accord, bon bah écoute, voilà. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez vous défausser de n'importe quel nombre de cartes, et vous piochez autant de cartes. Donc c'est bien du recyclage de la main, c'est pas mal. Et quand il meurt, il inflige X blessures à chaque adversaire et à chaque planeswalker qu'il contrôle, X étant le nombre de cartes de terrain dans votre cimetière. Donc du coup, ce qui est très bien, parce que du coup, la première capacité peut éventuellement recycler les terrains que vous avez en main, et derrière, du coup, bah, quand il meurt, faire en sorte derrière de, tout simplement de dire allez hop, mes terrains, maintenant, ils vont servir à quelque chose, on va infliger à tous les adversaires et à tous leurs planeswalkers. C'est cool, vraiment. On va parler des 3 de Chandra. On a Chandra en Unco, en rare et en mythique. Elles sont toutes dans l'édition, voilà, parce qu'on n'avait pas assez de Planeswalker rouge. Mais il y a pas mal de choses intéressantes avec ces 3-là, donc du coup on va en parler. Chandra Pyromancienne Novice, qui coûte 4 dont 1 rouge, elle arrive avec 5 de loyauté. Le plus 1 donne +2/+0 aux élémentaux que vous contrôlez. Donc assez cool, là une stratégie élémentaux plutôt pas mal. Le -1 ajoute 2 rouges, donc c'est sympa aussi. Et le -2 inflige 2 blessures à n'importe quelle cible, bon ça c'est un petit peu moyen. Mais en fait ce qui m'intéresse c'est vraiment les 2 premières capacités, parce que si vous jouez tribal élémental, bah cette Chandra là elle est très bien, je veux dire un +2/+0 à vos élémentaux c'est génial. Et le fait de pouvoir faire du mana derrière c'est aussi assez cool. Donc bon, on est content, c'est la version Unco, elle est plutôt cool. Chandra Acolyte de la Flamme, la version rare, pour 3 dans 2 rouges, elle arrive avec 4 de loyauté. Le premier 0 donne un marqueur de loyauté sur chaque planeswalker rouge que vous contrôlez, donc là c'est très super fun finalement, c'est... T'as beaucoup de planeswalkers, bah du coup on va mettre des marqueurs de loyauté sur tous les planeswalkers rouges, ok pourquoi pas. Le deuxième 0 crée 2 jetons de créatures 1-1 rouge élémental, ils acquièrent la célérité et vous le sacrifiez au début de la prochaine étape de fin. Donc du coup là on est encore sur un truc un petit peu agressif, un petit peu moyen, mais bon, c'est un planeswalker qui coûte 3, hein, on va pas non plus trop demander. Et le -2, vous pouvez lancer une carte d'éphémère ou de rituel avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3 ciblés de votre cimetière. Si cette carte devait être mise dans votre cimetière ce tour-ci, exilez-la à la place. Donc en gros c'est un mini Snapcaster, parce que bon, vous devez quand même toujours payer le coût de mana derrière, hein, bien sûr.
C'est assez cool, voilà, c'est pas non plus fou. Mais bon, j'aime bien en fait tout ce qui est proposé ici. Finalement, il y a aussi une synergie encore élémentale. Donc oui, ça peut être assez cool. Voilà, assez cool. Et la dernière, la version mythique, c'est Chandra Fournaise éveillée, qui coûte 6 dont 2 rouges, arrive avec 6 de loyauté. Ce sort ne peut pas être contrecarré, donc là on retrouve encore une fois un effet passif sur les Planeswalkers comme on a vu dans la guerre des Planeswalkers. Le plus 2, chaque adversaire gagne un emblème avec, au début de votre entretien, cet emblème vous inflige une blessure. Stop, on va arrêter là 2 secondes, c'est le plus 2 ça. C'est un plus 2. Donc du coup ça veut dire que déjà elle augmente de 2 sa loyauté, mais surtout elle va infliger systématiquement une blessure, enfin voilà, c'est un emblème pour chaque adversaire. C'est vraiment très fort. Honnêtement, en commandeur multijoueur, ça va vraiment être très intéressant. Alors certes, il coûte 6, d'accord. Oui, je suis d'accord, elle coûte 6. Mais honnêtement, là, c'est juste vos adversaires, ils vont en bouffer jusqu'à la fin de la partie des blessures directes. Donc, voilà. Le moins 3 inflige 3 blessures à chaque créature non élémentale, donc on est encore une fois sur la logique élémentaux. Et j'aime bien, bah voilà, un petit 3 blessures, c'est plutôt cool. C'est un gros pyroclasme, donc c'est plutôt pas mal. Et le moins X inflige X blessures à une cible créature ou planeswalker, et si le permanent ayant subi des blessures de cette manière devait être mis au cimetière ce tour-ci, il est exilé à la place. Voilà. Donc, vraiment sympa. J'aime beaucoup en fait le fait qu'elle se protège en masse avec le moins 3, qu'elle va cibler un truc en particulier avec le moins X, et surtout en fait qu'elle fait chier les adversaires directement avec le plus 2. Donc vraiment il y a un peu de tout et j'aime bien. C'est une carte très multifonction, certes, mais qui a un réel intérêt je trouve. Alors on a le régulateur de Chandra qui coûte 2 dont 1 rouge, un artefact légendaire qui dit qu'à chaque fois que vous activez une capacité de loyauté d'un Planeswalker Chandra, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, copier cette capacité, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Alors je vous avais parlé du résonateur strionique tout à l'heure, et de tout ce qui permettait de copier des capacités déclenchées ou activées. Bah là on a une autre version mais spécifiquement pour les Chandra, bon mais c'est pas non plus fou, hein, je vous avoue. Mais en fait ce qui m'intéresse c'est la deuxième capacité qui dit que pour 1 vous l'engagez, vous défaussez une carte de montagne ou une carte rouge, vous piochez une carte, du coup c'est un recycleur aussi. Donc c'est une petite alternative plutôt sympa pour pouvoir recycler. Et si vous jouez beaucoup de Chandra, bah éventuellement si vous jouez un deck mono de Chandra, mono rouge élémentaux, pourquoi pas, ça peut être une option. Et bah du coup vous pouvez jouer éventuellement le régulateur derrière pour avoir cette option là de pouvoir copier les capacités de Chandra. Ça peut être assez cool, ça me donne peut-être une idée de deck, je vais y réfléchir. Nouvelle lignolet, la lignolet de combustion qui coûte 4 dont 2 rouges. Voilà, toujours pareil, c'est dans votre main de départ, patati patata. Et à chaque fois que vous, et ou au moins un permanent que vous contrôlez, devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, la lignolet de combustion va infliger 2 blessures à ce joueur. Je suis plutôt content parce que c'est une carte qui est plutôt pas mal contre les decks contrôle. Tout ce qui est contrôle, voilà, ça va être vous allez cibler forcément à un moment ou à un autre une créature ou un adversaire. Et ben les decks contrôle ils vont en prendre plein la gueule derrière si ils vous ciblent vous. Donc plutôt sympa, vraiment intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Le rayonnement répétitif, un éphémère qui coûte 4 dont 2 rouges. Quand vous lancez pour la première fois ce tour-ci un éphémère, un rituel, ou que vous activez pour la prochaine fois de ce tour-ci une capacité de loyauté, copiez ce sort, ou cette capacité 2 fois. Vous pouvez choisir une nouvelle cible pour ces copies. Donc là très bien, j'aime... Alors bon, on a certes déjà des sorts, des éphémères qui existaient, réverbération pour 2 rouges qui copient un éphémère ou un rituel, mais là du coup on le copie 2 fois, et ça inclut aussi les capacités de loyauté. Du coup ce qui rend la chose encore plus intéressante pour les decks Super Friends bien sûr. Mais vraiment j'aime beaucoup. Alors par contre petite précision, il ne gagne pas 2 fois la loyauté derrière pour la capacité, parce que la loyauté qui augmente ou qui diminue c'est le coût. Vous payez le coût, plus ou moins, la capacité va en pile, et là du coup vous pouvez la copier. Elle va être copiée directement, mais du coup vous ne copiez pas le coût derrière, voilà. Bref. L'éveilleur sans foudre, une créature élémentale chaman qui coûte 2 dont 1 rouge, une 1-2 célérité, et à chaque fois qu'il l'attaque, vous choisissez une carte de créature élémentale ciblée dans votre cimetière avec une endurance inférieure ou égale à celle de l'éveilleur sans foudre. Envoyez cette carte sur le champ de bataille engagée et attaquante, sacrifiez-la au début de la prochaine étape de fin. Alors je vous avoue que j'ai un ami qui avait commencé à faire sur notre Discord, tout simplement une liste des cartes des cartes d'élémentaux qui avaient une endurance inférieure ou égale à lui, et qui pouvaient être très intéressants. Alors je me souviens qu'il y en avait une en 6-1, il y avait pas mal de choses avec l'évocation aussi au niveau des élémentaux, donc une capacité de l'extension Lorwyn. Et c'était plutôt cool, il y avait pas mal de choses vraiment intéressantes avec des effets d'arrivée en jeu, surtout.
Et c'est vrai que ça fait assez mal en fait de voir que y a pas mal d'élémentaux qui existent en fait. Vous pouvez les chercher du coup sur Magicville, il y a une recherche avancée qui est plutôt pas mal. Donc créatures élémentales avec moins de 2 d'endurance, enfin 2 ou moins d'endurance. Oui, honnêtement je pense qu'il y a pas mal de choses à trouver en fait et à jouer avec cet éveilleur sans foudre. Et qui plus est en plus, vous n'exilez pas les créatures que vous ranimez, vous les resacrifiez à la fin du tour, donc du coup ils sont à nouveau stockés dans votre cimetière. C'est plutôt sympa. Continuons avec le vert. Alors, réédition, j'en ai une que je trouve intéressante. C'est le Chaman Otero. Un centaure chaman qui coûte 3 dont 1 vert, c'est une 3-2. Et quand il arrive sur le champ de bataille, le joueur ciblé mélange n'importe quel nombre de cartes ciblées depuis son cimetière dans sa bibliothèque. Du coup, double utilité. Pour vous, le fait de pouvoir récupérer une partie de votre cimetière, ça peut être sympa. Parce que malheureusement, vous ne jouez pas forcément les couleurs qui vont permettre de remélanger une bonne partie de votre cimetière, voire tout votre cimetière, dans votre deck. Là, c'est sélectif, en plus, c'est plutôt pas mal. Et l'autre stratégie, c'est contre les adversaires, parce que c'est le joueur ciblé. Et du coup, vous allez cibler aussi les cartes de son cimetière. Donc c'est-à-dire que si jamais il y a des cartes qui reviennent du cimetière, qui sont très chiantes, qui ont des stratégies du coup réanimation, si vous dites, tiens, tout ton cimetière retourne dans ta bibliothèque, bon ma stratégie elle est un peu niquée quoi, il va falloir attendre que je repioche les cartes en question, et du coup ça peut vous permettre de gérer pas mal ce qu'il y a au cimetière qui peut être très chiant, voilà. Dans les nouvelles cartes, on en a quelques-unes quand même. On a le recouvreur elfe, un elfe pour guerrier pour 1 vert qui est une 1-2. Il y a une plus de, donc il y a au moins 3 cartes de terrain dans votre cimetière. Vous payez 2, vous l'engagez, vous sacrifiez un terrain. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain, mettez-la sur le champ de bataille, engagez et mélangez ensuite votre bibliothèque. Alors j'aime beaucoup parce qu'il va lui aussi chercher des terrains pas forcément basiques. Du coup, ce qui fait encore une fois qu'on peut aller chercher de très très bons terrains. Et en plus, sa deuxième capacité va permettre de déclencher la première, en fait, de booster. J'aime beaucoup, ça fait penser un petit peu à Crop Rotation aussi, même si là, le terrain, voilà, ça coûtait pas vraiment le même coup. Vraiment, j'aime bien. Il y a moyen de faire pas mal de choses avec, d'aller chercher les bons terrains avec, et je pense qu'en commandeur, ça vaudra le coup de pouvoir le jouer dans vos decks verts, avec des terrains spéciaux, bien sûr. Lignelet d'abondance, c'est la nouvelle lignelet qui coûte 4 dont 2 verts. Patati patata, à chaque fois que vous engagez une créature pour du mana, ajoutez un vert supplémentaire. Intéressant pour les jeux qui jouent pas mal les elfes qui font du mana ou les créatures qui font du mana en général. Et il dit en plus que pour 8, une capacité supplémentaire encore, pour 8 dont 2 verts, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ça c'est très cool, du coup ça permet d'utiliser le mana que vous avez en trop éventuellement en fin de partie, si jamais vous avez plus quoi en faire. C'est vraiment sympa, du coup ça accélère encore plus votre deck, avec sa capacité de base, et en plus derrière ça permet de faire en sorte de mettre les marqueurs. Donc je la trouve plutôt pas mal cette lignelet. On va espérer quand même que vous l'ayez en main de départ, parce que sinon c'est vrai que arriver au tour 4, ça veut dire que ça accélère le mana, mais à partir du tour 4 quoi. Enfin, tour 4 pas forcément, parce que si vous avez joué les elfes à mana, vous pouvez le jouer avant. Voilà, bref. Ensuite un loup, une créature loup, embusqueur de la meute nocturne qui coûte 4 dont 2 verts, c'est une 4-4 avec le flash. Et les autres créatures loups et loups-garous que vous contrôlez gagnent +1/+1, c'est pas mal ça, un petit boost pour les loups et loups-garous. Et au début de votre étape de fin, si vous n'avez pas lancé de sort ce tour-ci, créez un jeton de créature de 2 vers loup. Et ça c'est vraiment cool parce que du coup c'est un peu la stratégie des loups-garous en général, c'est que ils se transforment uniquement quand il n'y a aucun sort qui a été joué durant le tour précédent. Et là du coup on est carrément là-dedans, et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc oui, surtout que voilà, fin de tour je fais rien, j'ai une 3-3 qui pop, c'est plutôt cool, voilà, c'est plutôt cool. Donc du coup, l'embuscade de la meute nocturne, pour moi, c'est une très bonne carte, et dans une stratégie qui demande encore un petit peu de boost, voilà, avec les loups et les loups-garous. La saison de croissance, un enchantement qui coûte 2 dont 1 vert. Chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, regard 1, et chaque fois que vous lancez un sort qui cible une créature que vous contrôlez, piochez une carte. Alors moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le regard 1, avec les effets d'arrivée en jeu, puisque jetons, voilà, des créatures jetons, vous pouvez en créer beaucoup d'un coup, et du coup faire regard 1 à chaque fois, ça permet vraiment de filtrer le dessus de votre bibliothèque, c'est vraiment cool. Et lancer un sort qui cible une créature, c'est toujours un petit peu délicat. C'est-à-dire que bon, généralement, ça va être des boosts, de la protection, etc. Faire piocher une carte derrière, ça peut être vraiment sympa, voilà, ça se remplace, quoi. On va dire que ça remplace le sort qui a été lancé. L'hydre vorace, qui coûte X et 2 verts, c'est une hydre. Eh oui, logique. 0-1 piétinement. Elle arrive avec X marqueurs +1/+1 sur elle, bien sûr. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous choisissez l'un. Soit vous doublez le nombre de marqueurs sur elle. Ok. Soit elle se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Alors, j'aime beaucoup parce que, en fait, là, il y a vraiment, c'est encore une fois de l'option. J'aime l'option. J'aime le fait qu'on a de l'option. Et le fait est que si vous doublez le nombre de marqueurs, c'est bien parce qu'elle a le piétinement de base. C'est vraiment génial.
Et si vous la faites se battre contre une autre, bah c'est cool aussi, voilà, c'est que vous en avez vraiment eu besoin. Donc il y a cette flexibilité encore, est-ce que j'ai besoin d'une très grosse bête, ou est-ce que j'ai besoin d'une grosse bête pour se battre contre une autre qui va du coup être gérée. Et ben voilà, vous avez l'option, et l'hydre vorace, ben heureusement elle coûte pas trop cher, voilà, c'est X et 2 verts, c'est pas non plus excessif. Et je pense qu'elle vaut vraiment le coup. Le cavalier d'épine, le dernier du quintet des cavaliers, qui coûte 5, dont 3 verts, c'est une 5-6 portée. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous révélez les 5 cartes dessus de votre bibliothèque. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous révélez les 5 cartes dessus de votre bibliothèque, mettez une carte de terrain parmi elles sur le champ de bataille et le reste dans votre cimetière. Et quand il meurt, vous pouvez l'exiler et mettre du coup une carte ciblée de votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. J'aime bien ce cavalier d'épine parce que du coup, il permet d'aller mettre un terrain non basique, encore une fois. Donc voilà, vous pouvez mettre un terrain spécial depuis le dessus de votre bibliothèque. Certes, c'est pas non plus fou, mais ça peut être intéressant. Et le fait est que derrière, il met le reste au cimetière, donc les stratégies cimetière vont être assez intéressées. Qui plus est derrière, il remonte en plus une carte quand il meurt. Ça peut être pas mal, voilà. Je pense que ça peut vraiment être pas mal sans plus, voilà. C'est pas mon favori des 5, mais voilà, ça peut être une bonne carte. On a un éphémère, le recrutement partagé, qui coûte 5 dans 2 verts. Il va chercher 2 cartes de créatures dans votre bibliothèque avec des noms différents. Bon, c'est pas trop un problème en commandeur. Vous allez les révéler, les mettre dans votre main. Donc c'est plutôt pas mal, un double tuto, voilà, en vert. Qui les met directement dans votre main, ça fait une grosse différence, parce que généralement on avait le Worldly Tutor, qui lui en fait, pour un vert, allait la mettre au-dessus de votre bibliothèque. Donc bon, voilà, là vous avez 2 cartes de créatures qui vont directement dans votre main, ça peut justifier la différence de coût. Et c'est en éphémère, donc c'est plutôt sympa. Et on a Vivienne Ranger au Bestiarque, qui coûte 4 dont 3 verts à l'arrivée de 4 de loyauté. Plus 1, répartissez 2 marqueurs plus 1 jusqu'à 2 créatures ciblées. Elles acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Très bien, un boost plus une capacité d'évasion en plus, c'est pas mal. Et moins 3, une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible créature ou Planeswalker. Très bien, du coup c'est se battre, enfin même c'est des blessures directes infligées à une créature ou un Planeswalker, c'est même pas se battre. Et le fait est qu'en plus on a les Planeswalkers en bonus dans la compétence, enfin dans la capacité, c'est vraiment très fort. Et le moins 5 on s'en fout, parce que ça cible une carte de créature que vous possédez en dehors de la partie. Ce qui n'est jamais le cas en commandeur. Je tiens à vous rappeler, à moins que vous ayez un arrangement avec votre groupe de jeu, mais techniquement dans un milieu de tournoi, un milieu compétitif, ou wave, voilà. Normalement, le commandeur n'accepte pas de sideboard, qui est normalement l'endroit en dehors de la partie. En multicolore, on n'a pas de réédition. On a des nouvelles cartes. Alors, ce sont des cartes plutôt cool. Voilà, pas trop, sans top. Enfin, sans plus, c'est pas le top non plus. Mais en gros, j'ai 3 cartes qui m'ont intéressé dans les nouvelles cartes multicolores. Le Chevalier Cadavérique, un zombie chevalier pour 1 blanc et 1 noir, qui est une 2-2. Et chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, chaque adversaire perd un point de vie. J'aime beaucoup si vous jouez une stratégie jeton avec du blanc-noir, ça peut vraiment être sympa. Ça peut très bien fonctionner. Et voilà, ça complète un petit peu le cycle aussi avec les sisters les soul sisters qui, elles, faisaient gagner des points de vie quand les créatures arrivaient sur le champ de bataille. Là, c'est l'inverse, elles font perdre chacun de vos adversaires en plus, donc c'est plutôt pas mal. Le reboisement de moiselière, un enchantement qui coûte 5, dont un noir et un vert. Chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. J'aime beaucoup cet enchantement parce que c'est encore une fois capitalisé en fait tout simplement sur les synergies autour du sacrifice, autour du fait que vos créatures vont mourir. Et en noir-vert, on aime bien sacrifier des créatures, les faire aller au cimetière, les faire revenir. Et du coup, avoir en plus de la value, en tirer de la value avec des points de vie, mais surtout de la pioche, c'est génial. Donc du coup, j'aime beaucoup. On a le récif émergent, une créature élémentale qui coûte 3 dont un vert et un bleu. C'est une 1-1, tout simple. Et à chaque fois qu'il arrive, que lui ou un autre élémental arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous regardez la carte dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, vous pouvez la mettre sur le champ de bataille engagée. Si vous ne pouvez pas, vous allez du coup la mettre dans votre main. Alors ce que j'aime bien, c'est que déjà la carte n'est pas révélée, vous la regardez juste. Et ensuite derrière, ça me fait penser un petit peu au Coiling Oracle, l'oracle annelé, qui lui, pour 2, dont un vert, un bleu, du coup faisait en sorte de mettre la carte dessus de la bibliothèque si c'était un terrain sur le champ de bataille, ou alors de la faire piocher. Et j'aime bien parce que là du coup ça le fait pour tous vos élémentaux. Voilà, à partir du moment où le récif émergent est là, à chaque fois qu'il y a un élémental qui arrive, hop, on est parti. Et du coup ce qui fait qu'aussi les jetons d'élémentaux ça fonctionne très bien, et ça peut vous donner vraiment un moteur de pioche plutôt pas mal dans vos decks élémentaux. Donc vraiment, si vous voulez jouer une stratégie élémentale, je pense qu'en ce moment, on a dans cette extension, on a un nouveau flux de cartes qui peuvent vraiment donner une bonne consistance au deck.
en plus de ce qui existait déjà. Dans les artefacts, il y en a pas mal d'intéressants. Les rééditions, j'en ai 2 à vous conseiller. Le Brigadier d'acier, une construction créature artefact du coup qui coûte 2. C'est une 1-1 et en fait elle s'engage pour mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature artefact que vous contrôlez. Très bien si vous jouez beaucoup de créatures artefacts. Ça a été joué en moderne, je sais pas si ça l'est encore, j'ai un doute. Mais en gros ça a été joué en moderne, ça a été... la dernière fois où c'était réédité, je crois que c'était il y a 6 ans, 7 ans. J'ai un doute. Mais voilà, c'est vraiment une carte très recherchée de base. Et honnêtement, en commandeur, ça peut vraiment fonctionner avec pas mal de decks jetons artefacts, pourquoi pas. Ça peut vraiment être cool. Ensuite, on a la cage du Fossoyeur de Graphe, un artefact qui coûte 1, et en fait qui dit que les cartes de créatures des cimetières et des bibliothèques ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille. Donc aucun moyen de les faire arriver directement depuis ces endroits-là. Ça doit être lancé depuis la main, point. Et justement, les joueurs ne peuvent pas lancer de sorts des cimetières et des bibliothèques. Donc voilà, là ça coupe aussi toutes les stratégies qui vont aller chercher dans la bibliothèque, aller chercher dans le cimetière, directement les créatures. Donc voilà, ça stabilise le jeu, on va dire. Dans les nouveaux artefacts, j'en ai 4 qui m'intéressent. L'icône de l'ascendance, c'est un artefact qui coûte 3, pardon. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous allez choisir un type de créature. Les créatures du type choisi gagnent +1/+1. Très bien, c'est une ancienne pour 3 en artefact, c'est cool. Et en plus derrière, pour 3, vous l'engagez, vous regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature du type choisi parmi elles et la mettre dans votre main. Le reste en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. J'aime beaucoup parce que là du coup, c'est aussi un moyen de dire, si à un moment j'ai plus de quoi jouer, je peux quand même utiliser mon mana pour essayer de choper une carte qui va m'intéresser, qui va fonctionner dans ma stratégie. Donc du coup, tout ce qui est tribal, je pense que c'est une très très bonne carte, parce que bon, le boost, très bien, de base, pour 3 manas, c'est ce qu'on attend. Et le fait d'avoir en plus une capacité supplémentaire qui permet d'aller chercher, dans les premières cartes de votre bibliothèque, une autre créature du même type, c'est vraiment cool. On a le sac sans fond, un artefact qui coûte 1, et à chaque fois que vous défaussez d'une carte, vous exilez cette carte de votre cimetière. Et vous payez 2, vous l'engagez, vous piochez une carte, puis vous défaussez d'une carte. Et vous payez 4, vous l'engagez, vous sacrifiez le sac sans fond, et vous renvoyez toutes les cartes exilées par le sac sans fond dans la main de leur propriétaire. Du coup, ce que j'aime bien, c'est que c'est en fait une sorte d'investissement sur le long terme, on va dire. Par exemple, imaginons, vous avez le sac sans fond, et vous avez une carte qui est beaucoup trop chère pour ce moment-là de la partie. Vous allez utiliser la première capacité, de dire, voilà, bon, je vais piocher une carte, puis me défausser une carte, ça va l'exiler. Et en gros, cette carte-là, plus tard, si jamais vous en avez besoin, vous allez pouvoir sacrifier le sac sans fond pour la récupérer. Alors du coup, évidemment, ça peut faire en sorte que le sac sans fond, ça devienne une cible pour les adversaires, s'ils savent exactement que oui, dans l'exil de sac sans fond, il y a tout à fait il y a ce genre de cartes-là qui peut vraiment être chiant. Du coup, c'est vrai que ça peut devenir une cible. Donc du coup, faites attention, essayez d'être attentif en fait à ce que les adversaires vont dire sur votre sac sans fond, et ce que vous avez mis. Donc voilà, ça peut vraiment être aussi un petit peu un piège, voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des choses avec. En plus, il y a des stratégies autour de la défausse qui existent en commandeur, donc du coup, ça peut faire en sorte d'accumuler pas mal de choses dans ce sac. Et voilà, j'aime bien. Il y a quand même la pioche aussi, pioche défausse pour 2. C'est pas mal non plus. La forge mystique, je m'amuse un petit peu parce que je joue à Guild Wars 2 et que la forge mystique, c'est un élément du jeu. Enfin bon, bref. Elle coûte 4 et c'est un artefact qui dit que vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer la carte dessus de votre bibliothèque, c'est une carte d'artefact ou une carte non terrain incolore, parce que les terrains sont incolores à la base. Vous l'engagez, vous payez un point de vie, vous exilez la carte dessus de votre bibliothèque. Donc du coup, c'est vraiment une logique un peu comme le champ de suspension, de suspension, qui a été dit dans nos Dominaria en bleu, en fait, qui permettait de jouer les enchantements et les éphémères et les rituels depuis le dessus de la bibliothèque, et pour 4, vous pouviez exiler la carte dessus de la bibliothèque. Donc là, on est à peu près pareil, sauf que là, du coup, il s'engage et il paye un point de vie, du coup, pas de mana à dépenser, c'est bien, mais malheureusement, vous pouvez pas le faire en boucle, du coup, pendant votre tour, à moins d'avoir un moyen de le détaper régulièrement. Mais du coup, j'aime beaucoup, parce que du coup, ça permet encore au deck artefact d'avoir un moteur pour accélérer un petit peu le jeu et pour pouvoir aussi jouer depuis le dessus de la bibliothèque. C'est plutôt pas mal. Et la dernière carte d'artefact, c'est le récupérateur des ruines, qui coûte 3, c'est une créature artefact construction de 1. Vous le sacrifiez, vous choisissez une carte de permanence ciblée de votre cimetière qui a été mise ce tour-ci depuis le champ de bataille, vous la renvoyez dans votre main. Alors là, je fais une grosse banderole, Téchar, voilà. Encore une fois, oui, j'en parle. Pourquoi ? Parce que vous avez été beaucoup à suivre mon deck tech dessus, j'ai reçu des mails, les messages sur les réseaux sociaux, je sais qu'il y a des gagnants de la deckbox que j'ai offert qui tout simplement jouent Téchar aussi, donc c'est cool.
Et je suis très content de voir que vous avez suivi. Et justement, le récupérateur d'héroïne, on va l'analyser un peu par rapport à Téchar. Déjà, créature artefact, donc très bien, il a deux types qu'on aime beaucoup, qui vont très bien ensemble dans ce deck. Déjà parce que ça va être un sort historique, donc du coup ça va nous permettre de ranimer des bêtes qui coûtent 3 au moins depuis le cimetière, génial. Il coûte 3, donc parfait, il est pile à la limite, pas besoin de plus. Il se sacrifie lui-même sans avoir besoin de s'engager. Et surtout, il a un effet qui est très intéressant, c'est que il va permettre de remettre un permanent, du coup ça peut aussi être un simple artefact à 0, qui a été mis au cimetière ce tour-ci, dans votre main. Alors du coup c'est génial, parce que dans votre main, ça veut dire que si c'est un artefact, vous le renvoyez dans la main, vous allez le recaster, ça va remettre sur le récupérateur d'héroïne sur le champ de bataille, vous allez le resacrifier l'autre artefact ou créature, artefact, et utiliser le récupérateur d'héroïne, clac, renvoyer l'artefact à 0 dans votre main, et continuer comme ça en boucle. Et du coup avec les conditions de win possibles à côté, voilà, que ce soit les éléments de sacrifice qui font meuler, qui infligent des blessures directes, etc. Ou tout simplement qui font du mana, pourquoi pas, ça peut faire du mana infini. Ou aussi ceux qui font meuler quand il y a un permanent qui arrive sur le champ de bataille, par exemple. Voilà, c'est vraiment la totale, il y a plein de possibilités différentes. C'est une 2-1 en plus, donc du coup, elle peut être sacrifiée grâce à Pince-Crâne, donc du coup faire piocher des cartes en plus, ça peut être pas mal. Donc oui, et en plus c'est une construction qui s'intègre très bien du coup avec j'ai oublié la construction avec modularité de Horizon du Moderne qui va justement chercher une construction dans votre deck. Donc ça peut vraiment être pas mal du tout. Donc, récupérateur des ruines, vraiment cool pour ce deck-là. Parlons maintenant des terrains, ça va aller assez vite. On a pas mal de rééditions, en fait on a 5 terrains qui m'intéressent, ce sont les temples qui sont de retour, les temples ennemis uniquement, temple de la révélation, de la maladie, du mystère, du silence et du triomphe pour le bleu-rouge, noir-vert, bleu-vert, blanc-noir et blanc-rouge. Voilà, donc ces 5 terrains-là, moi je les aime beaucoup parce qu'un regard, ça permet de filtrer la prochaine pioche, de dire ma prochaine pioche, si j'ai pas moyen de la filtrer autrement, hein, je peux regarder, si c'est une carte de merde, au moins j'ai réussi à la mettre en dessous, ça va m'éviter d'avoir un tour où j'ai une pioche de merde, tout simplement, et de perdre un tour en gros. Et du coup, c'est assez intéressant là-dessus, donc je les aime bien. Et en plus, ils ont des nouvelles illustrations qui sont encore plus cool que les anciennes. Si vous êtes un peu pimp, écoutez, faites-vous plaisir. Je pense que ça vaut vraiment le coup de mettre la main dessus, en plus, bon, c'est des cartes assez intéressantes. Et les nouvelles cartes de terrain, j'en ai 2 qui m'intéressent. Le Champ des Morts, qui arrive sur le champ de bataille engagé, qui fait du mana incolore, mais en fait, chaque fois que lui ou un autre terrain arrive sur le champ de bataille, sauf mon contrôle, si vous contrôlez au moins 7 terrains avec des noms différents, vous créez un jeton de 2-2 noir zombie. Alors du coup, vous allez me dire, oui, 7 terrains et des noms différents, c'est chaud. Oui, alors là, je pense plutôt au deck tricolore, 4 couleurs, 5 couleurs, plutôt qu'au deck monocolore, évidemment, là, c'est pas du tout une bonne chose. Malheureusement, c'est vrai que du coup, comme il fait de l'incolore, on se dit, ouais, dans un 5 couleurs, c'est pas terrible non plus. Mais bon, il faut pas perdre la foi, les gens, faut pas perdre la foi. Mais moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est tout simplement le fait que faire des jetons juste en posant des terrains, en plus en ayant une capacité qui est sur un terrain, donc du coup ça veut dire que le seul moyen de le gérer c'est de péter le terrain en question, ce qui se fait de temps en temps en commandeur, on va l'avouer, mais pas non plus de manière régulière. Donc voilà, le fait de pouvoir générer des jetons comme ça avec les terrains à partir du moment où on en avait suffisamment, je trouve ça assez cool quand même, mine de rien. Et le dernier c'est le Champ de Lotus, pas le Champ des Morts, le Champ de Lotus cette fois-ci qui est un peu plus joyeux et puis plus coloré. Il a la défense talismanique, il arrive en jeu engagé, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous sacrifiez 2 terrains, et vous ajoutez 3 manas d'une seule couleur de votre choix en l'engageant. Alors là, je l'ai mis surtout parce que, on avait un autre, c'était le Vallon de Lotus, en fait, qui lui arrivait dégagé, mais qui demandait de sacrifier 2 terrains dégagés aussi, du coup, ce qui était un peu chiant, faut l'avouer. Là, du coup, les 2 terrains que vous avez à côté, vous allez sacrifier, vous allez pouvoir les utiliser quand même, malgré tout, c'est pas bien grave. Il arrive sur le champ de bataille engagé, d'accord. Mais en fait, dans tous les decks, on aime bien sacrifier des terrains, on aime bien avoir des terrains au cimetière, ça peut vraiment être sympa. Alors après, je vous le conseille pas vraiment les decks 4-5 couleurs, puisque bon, il fait une seule couleur de mana 3 fois. C'est un petit peu dommage. Donc oui, vraiment, je pense que ça peut être pas mal dans Gitrog, dans Seigneur Vent des Vertus. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec. Et voilà, on arrive au bout de l'analyse de cette extension. Alors je m'attendais à ce que ce soit plutôt court. Bon, ça n'a pas été aussi long que d'autres extensions qu'on a fait récemment, bien sûr. Mais en tout cas, c'est une extension assez riche, mine de rien, mais vous aurez compris, en fait, en comparant un petit peu avec les dernières analyses que j'ai pu faire, que en gros, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sortent vraiment du lot à fond. On a quelques très bonnes cartes, on a des commandants intéressants, sympas, la plupart du temps. Je vais juste dire sympa, parce que voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Et on a des cartes qui sont vraiment cool, mais on n'a pas de gros trucs qui tâchent vraiment énormément. Voilà, je veux dire, on a des stratégies qui sont mises au goût du jour, on a les élémentaux qui sont de retour,
on a notre trio de Chandra, on a pas mal de petits trucs, voilà, même un peu de tribal à droite à gauche, des gobelins, voilà, bon, les élémentaux c'est déjà dit, les esprits du coup avec l'autre Coco, pourquoi pas, la stratégie enchantement, enfin bon, il y a plein de trucs qui reviennent comme ça, qui sont des stratégies assez basiques finalement, et des tribus assez basiques aussi, hein, assez courantes. Et du coup, ouais, on reste quand même sur du édition de base, quoi, il faut l'avouer. Du coup, je vous avoue qu'il y a pas mal de cartes que je ne rechercherai pas dans cette extension, parce que voilà, c'est des cartes qui sont sympas, ok, mais est-ce qu'elles s'intègrent vraiment dans les stratégies très poussées du commandeur? Non. Par contre, pour ceux qui veulent commencer le commandeur et qui veulent avoir des cartes sympas qui s'adaptent un peu à tout, ça peut être cool, voilà, ça peut être cool comme extension. Donc du coup, voilà un petit peu tout mon retour dessus, c'est bien, mais c'est pas non plus dégénéré, voilà. La semaine prochaine, on se retrouvera certainement pour un épisode de Deck Tech, alors pas sur un des commandants du commandant 2019, parce que j'ai pas envie, voilà, pour le moment je suis pas trop attiré par un des commandants, je verrai peut-être par la suite s'il y en a un qui m'attire plus que les autres, mais pour le moment, voilà, non. Là, je vais vous parler plutôt d'un des commandants du horizon du moderne, voilà, je vous laisse deviner lequel ça va être, dans les commentaires de la vidéo. Mais du coup, voilà, j'ai testé le deck, je suis encore en train de l'améliorer, je vais le retester encore, et du coup, je pense qu'il y a moyen vraiment de faire quelque chose avec ce commandant-là, et je pense que ça vaut vraiment le coup que je vous en parle. Voilà, donc essayez de deviner lequel c'est, mais je pense que ceux qui suivent bien mes vidéos auront déjà deviné de quoi je parlais. Enfin bon, bref, on en reparlera la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter, la tour de commandement sur Facebook, @tour de commandement, et sur Twitter, @tourdecom avec 2M. Vous avez aussi notre adresse mail, il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des mails récemment pour des deck tech, des deck mentor. Alors, du coup, je ne fais pas forcément des vidéos autour automatiquement, tout simplement parce que des fois vos decks ils sont déjà très bien. J'ai juste un ou deux conseils à vous donner, et puis j'en ai même qui m'ont remercié, qui m'ont dit « Wow, ça marche beaucoup mieux maintenant !» Et je suis là, ouais, oui, tu avais déjà compris comment fonctionnait ton deck en fait, je t'ai juste donné quelques indices, quelques pistes en plus, et puis voilà. En tout cas, je suis très content de vous aider à chaque fois, j'ai l'impression de vraiment vous aider à construire vos decks de manière plus efficace, quoi, et que vous vous plaisez à jouer ce que je vous propose, donc ouais, ça fait vraiment plaisir. Mais en tout cas, continuez, moi je réponds aux mails normalement rapidement, voilà, donc s'il n'y a pas de problème. Et du coup, ça me fait plaisir de pouvoir voir vos mails. Donc c'est tourdecommandement@gmail.com. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait plaisir. Et sur les réseaux sociaux, je suis là aussi, Erunim, aussi Thibaut, du coup. Ça va être sur Facebook, @Erunim tout court, et sur Twitter, @ErunimFR. Et sur ce, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, et salut à tous, bye bye.